Euh, Peut-être pour commencer, pour expliquer ce qu'on va faire pendant 2 heures à propos des extraits et aussi peut-être nous résumer un peu comment tu es arrivé sur le film et comment ça s'est préparé, comment tu t'es Ouais, préparé. écoute, écoute, je suis arrivé sur le film, c'est les producteurs qui m'ont contacté pour le film. Moi, je connaissais pas Lad, j'avais vu son court-métrage que j'avais bien aimé et ils m'ont contacté. Je l'ai rencontré dans un. C'était assez drôle d'ailleurs, je l'ai rencontré dans un café près de la boîte de prod à Saint-Germain-des-Prés. C'était pas tout à fait l'endroit synchro avec le film, on va dire. Voilà, donc là c'était sympa, mais je pense qu'on était aussi tous les deux un peu timides, on se connaissait pas bien. Enfin voilà, c'était plus une première approche. Et après, je l'ai revu là quelques semaines plus tard. Le producteur nous a emmenés, on est partis tous les trois, là, moi et un des deux producteurs, euh, à Kissoua, euh, là-bas dans la cité, pour voir un peu les décors et les Tu l'as choses. vu les séquences? Et là, je dois avouer qu'il y avait eu, moi j'ai vraiment eu une révélation sur le film et c'était beau de voir Ladj dans son univers, chez lui, avec tous ces gens qu'il connaît très très bien. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé sur le film. Et comment du coup ça s'est, avant qu'on voit les extraits et tout ça et qu'on attaque les cas particuliers, comment ça s'est un peu préparé dans l'ensemble en partant du scénario et est-ce que tu peux nous parler un peu des repérages ou du découpage s'il y en avait un ou si ça s'est tout fait sur le moment? Enfin, Ouais, la préparation, elle commence, déjà, elle commence à ce café où on se voit la première fois et où lui me parle du film Bloody Sunday, qui était pour lui la référence. Enfin, voilà, après, on avait parlé un peu de Détroit, de Catherine Bigelow, mais Bloody Sunday, pour lui, c'était vraiment une référence importante. Et voilà, et de toute façon, on n'a pas non plus, on a beaucoup échangé, tout ça, mais on n'a pas non plus discuté pendant des heures sur l'image, on n'a pas fait une collecte d'images. Tout dépend des films, hein. Il y a des films où moi je peux faire des collections d'images énormes. Là, non. Il y en avait assez. Bah, je vous montrerai, il y en avait un peu quand même, mais pas tant que ça. Et quand je suis allé après sur place avec là, je vois un peu les décors. Moi, ça a été aussi des premières impressions et ça a été un moment important pour préparer le film, de, de voir, enfin de découvrir ces choses, des choses que j'avais jamais vues, enfin de voir à quel point là-bas les endroits pouvaient être à l'abandon total, dans une misère hallucinante, et en même temps un endroit très chaleureux. Et là, j'y connais tout le monde là-bas, c'était hyper beau de le voir saluer tout le monde. Enfin, c'est des endroits, c'est très chaleureux en fait. Et puis bon voilà, et puis en fait, je me rendais compte que lui, il était vraiment, c'était chez lui, il était accepté par tout le monde l'aime là-bas, c'est fou. Et du coup, moi j'ai tourné quelques films en banlieue, parfois ça peut être un peu plus ou moins compliqué, ça dépend. Et là, je me suis dit, bah là, c'est vrai que lui me disait, mais tu vas voir, là où je suis, c'est un studio à ciel ouvert. Et c'est vrai il y a un peu de ça. On était vraiment accueillis, quoi. C'était d'ailleurs un tournage très, très, très chaleureux, très, très, très chouette. Voilà. Et donc, pour la préparation, donc, il y a eu ça. Après, moi, j'ai fait un film, en fait, et du coup, j'ai commencé la préparation, mais je tournais en Bretagne, mais je faisais un peu la préparation à distance. On s'appelait avec l'âge, et puis il fallait que je commence à préparer des choses. Et puis après, on a eu un mois de prépa, mais c'était un film pas si compliqué que ça à préparer. Disons qu'il y avait, pour préparer le film, moi, j'ai fait un truc assez simple sur ce film, c'est que j'ai pris des notes sur le scénario, sur mes impressions, sur plein de choses. Et après, j'en ai parlé avec l'âge. Ouais, c'est un truc que je fais souvent, c'est de reprendre chaque scène et de noter des impressions, de se dire que là, cette scène-là, j'imagine plutôt à l'épaule, celle-là plutôt au stead, ou là, j'imagine que le personnage, il doit être petit dans l'image, enfin, des choses comme ça, des impressions, des choses qui ne sont pas forcément dans le scénario, mais qu'on a envie de rendre. Voilà. Donc, il y a eu ce moment-là, on a, on a confronté ça avec l'âge, enfin, on a parlé, lui il me parlait beaucoup du dispositif. Pour lui, c'était quelque chose de très important. C'est-à-dire que le premier truc qu'il m'a dit, c'est qu'il voudrait que
On voulait que tout le matériel, ça rentre dans une camionnette. Il m'a montré une petit Kangoo. Voilà, bon, au final, on n'est pas arrivé, mais en tout cas, on a gardé cette idée-là d'avoir très peu de matériel, de réfléchir vraiment à ce dont on avait besoin. Et en tout cas, quand il me disait voilà, qu'il voulait que ça rentre dans un Kangoo, l'idée, c'était pas forcément que ça rentre dans le Kangoo, mais en tout cas, c'était qu'on soit une équipe hyper mobile et qu'on puisse voilà, changer de lieu de tournage si on avait envie et qu'on puisse attraper la vie qu'il y a autour. Parce que lui, il adore. Voilà, s'il y a quelqu'un qui sort de chez lui, il veut qu'on puisse le filmer tout de suite, en fait. Donc ça, voilà, il fallait mettre ça en place, c'est-à-dire qu'un système de tournage, mais ça c'est global, ça veut dire faut réfléchir au nombre de personnes, mais aussi il faut réfléchir à qui on, quelle personne on prend, il faut réfléchir au matériel. Euh, donc voilà, et après on a fait en prépa, la prépa de ce film, parce que les repérages, pour tout dire, ça a été assez rapide. Les décors, ils les connaissaient à peu près, donc on a changé quelques décors, mais on a beaucoup parlé du dispositif parce que par exemple, on a fait ce choix de tourner avec 2 caméras, qui n'est pas évident pour ce type de budget. Et puis d'un seul coup, ça rajoute du monde. Donc, et c'est un film où on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc on savait que si on prenait 2 caméras, on doublait les postes d'assistant caméra, tout ça. Donc il fallait faire des réductions ailleurs. Et comme c'était un film, il n'y avait quasiment pas de nuit, il n'y a pas de nuit d'ailleurs. Et beaucoup de choses étaient en extérieur jour. Et l'idée, c'était qu'on n'allait pas rééclairer tout avec des énormes sources, qu'il fallait jouer avec ce qu'on a. Et donc, moi, j'ai pas pris d'électro du tout. Il n'y avait aucun électro dans l'équipe. Et j'avais pris un chef machinot qui faisait aussi un peu électro. Enfin, voilà. On avait arbitré comme ça mais par contre, on était assez nombreux à la caméra. Parce qu'il fallait aussi, on tournait beaucoup, du coup, il fallait qu'il y ait plusieurs personnes pour faire les backups. Enfin, voilà. C'était un peu. Voilà, ça, la préparation. Et puis, non, après. Et du coup, par rapport à ça, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, là, le métier de chef opérateur est moins de faire de la lumière et plus d'aider côté mise en scène avec le placement, avec- Ouais, alors, moi, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je me considère de plus en plus maintenant comme un espèce de bras droit du metteur en scène avant tout. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire le meilleur film possible et le film que lui, il avait envie de faire. Enfin, et du coup, c'est vrai qu'il faut vraiment dans cet esprit-là. euh, Attends, c'est quoi déjà ta question? J'ai perdu. que du coup, le métier de chef opérateur se rapproche plus de une sorte de Ouais. Et d'assistant mise en scène ouais. que D'allier, quoi. Ils sont dans ouais, un film, mais d'allier, ça c'est sûr. exactement. Après, le fait de dire que c'est un film où il y a. Moi, je suis contre le fait qu'on dise que c'est un film où il n'y a pas de lumière, parce qu'il y en a. Bien sûr. Et c'est pas parce qu'on a. Voilà, c'est sûr que c'est un film où. C'est un film, c'est clair. Si on prend des camions de lumière et qu'on prend des 18 kilos pour éclairer partout, on fait pas le même film. Parce que d'un seul coup, ce qui est beau à cet endroit-là, moi, c'était saisissant quand je suis arrivé la première fois dans cette cité, c'est que c'est des endroits où c'est hyper chaleureux. Il y a du monde partout, ça chante, ça crie, c'est très beau. Et on avait envie vraiment de filmer ça. Et ça, c'est des choses qu'il faut attraper, qui sont fragiles. À partir du moment où on installe tout un truc autour d'une caméra et qu'on fige les choses, ça marche plus en fait. Donc c'est même pas, c'est qu'on n'avait pas le choix. Il fallait ce dispositif-là pour qu'on puisse attraper cette vie un peu qui existe là. Euh, voilà. Après, moi, je suis contre le fait de dire que c'est un film où il n'y a pas de lumière, parce qu'il y en a. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous n'avez pas de projecteur que vous réfléchissez pas à quel endroit vous mettez la caméra, à quel endroit vous mettez l'acteur, la caméra. Enfin, tout ça, c'est un. Et, euh, et moi, j'avais aussi, avec peu de moyens, mais dans les intervoitures, il y a des gélatines. On avait pris une voiture avec un taux ouvrant, on mettait soit des neutres, soit une plaque de d'éperon. Enfin voilà, on avait plein de choses à disposition
et comme on n'était pas nombreux, c'était des choses qu'on avait réfléchi, enfin, que j'avais réfléchi avant pour faire de la lumière, mais on faisait la lumière. Et pareil pour la cage d'escalier. J'aurais pu, hein, j'avais même les moyens, si je voulais, de rééclairer entièrement la cage d'escalier qu'on verra à la fin. Et en même temps, moi, ce qui m'intéressait, c'était de la filmer telle qu'elle. Parce qu'elle est. Oui, les lumières sont pas à 3002, mais voilà, les lumières sont vertes, parfois oranges, mais en même temps, je voulais garder ça. Je voulais le voir. Et après, on a quand même rééclairé un peu des endroits. Euh, voilà, et puis par moment, il y a des touches de lumière. Enfin, parfois aussi, il y a du travail de lumière en négatif, c'est-à-dire c'est plus de retirer la lumière que d'en ajouter. Mais il y a il y a quand même un vrai travail de lumière et d'image en fait. C'est pas juste, il y a aussi un travail mais c'est autre chose que de placer des projecteurs, mais c'est de choisir le bon horaire. Enfin, je montrerai, il y a des endroits aussi où voilà, on a attendu, on savait que le soleil à cet endroit-là, c'est ça qu'on c'est un film, c'est pas du tout, c'est-à-dire que les gens qui disent oui, c'est un film un peu documentaire, c'est pas vrai, hein, c'est avant tout une fiction qui est dans cet univers-là, qu'on a injecté là-dedans, mais c'est avant tout une fiction et voilà. Et est-ce que par rapport au dispositif, bon, après on regardera l'extrait, c'est la dernière question, mais est-ce que par rapport au dispositif, j'ai cru comprendre que Ladj, avant, aimait beaucoup filmer lui-même et tenir la caméra. Est-ce que Ouais, c'est compliqué d'arriver là-dedans, ou lui avait cette habitude-là? Ou après, comment vous avez travaillé là-dessus, sur les choix de cadre, de mouvement, est-ce qu'il écoute, clairement, en plus, on avait deux caméras. Donc oui, il m'avait dit, hein, dès le début, il m'avait dit, voilà, moi j'ai l'habitude de cadrer, j'aimerais bien cadrer. J'ai dit, pas de problème. Euh, Pas de souci. Enfin, voilà, là-dessus, enfin, c'est son film et tout. Moi, je ne voyais pas, mais j'ai souvent eu ce cas-là où les réalisateurs demandent de cadrer. Ça n'arrive pas tout le temps. Mais bon, enfin, bon, je sentais que pour lui, c'était vraiment quelque chose d'important. Et du coup, c'était aussi pour ça qu'il y avait deux caméras. Je me suis dit, bon, s'il a vraiment envie de cadrer les choses, on pourra cadrer à deux. Euh, voilà. Mais il se trouve que voilà, je pense que si, il avait jamais il avait jamais travaillé avec un opérateur en fait. Et je pense il a toujours fait tout seul. Hein. Il filmait, donc il faisait tout. Et voilà, je pense enfin, on s'est vraiment très bien entendu et il a vu que j'étais plus que j'étais un allié, que j'avais envie de faire les images qu'il avait envie de faire et on s'est vraiment bien entendu. Donc il a pas du tout cadré d'ailleurs. Et c'est même moi à la fin, je me rappelle le dernier jour qu'il est forcé à prendre la caméra pour qu'il fasse un plan parce qu'il m'avait dit à un moment donné, il m'a dit bon, je ferai quand même un plan. À un moment donné, je lui ai dit bah ouais, c'est sûr. Donc il a fait un plan et je l'ai forcé à faire. Mais non, non, mais après on était très. De toute façon, quand il y avait des trucs qui n'allaient pas, il me le disait et on était très liés quoi. Voilà, puis je pense que même le cadreur de la caméra B, qui s'appelle Pierre Maïslavel, qui a fait un super boulot, je pense qu'il en était hyper content aussi. Donc, je crois qu'à un moment donné, lui, il était juste content d'être avec les acteurs et de, parce que c'est un, là, pour le coup, c'est pas quelqu'un qui va arriver avec un storyboard ou un truc qui va, voilà. Mais ce qui est beau, c'est quand on le voit mettre en scène, c'est l'énergie qu'il a quand il parle aux acteurs et qu'il met en scène la scène, c'est magnifique. Et pour moi-même, c'est des indications de place de caméra ou de découpage, en fait. C'est juste de le voir mettre en scène. Je vous jure que c'est très beau et que ça me parlait sur les histoires ouais, de place de caméra ou de comment on avait filmé cette scène. Quoi. D'autant que dans le film, on sent quand même le point de vue de la caméra, dans le sens où tu es presque un personnage aussi par moment, avec les mouvements que tu suis, avec la place que tu peux prendre dans la voiture. Enfin, on va le voir dans la séquence, mais Ouais, ça c'était l'idée globale du film et c'est l'idée un peu de Bloody Sunday aussi. C'est ces caméras qui sont vraiment en immersion, quoi, on voulait vraiment que ce soit une caméra en immersion totale et qu'on soit cœur au cœur du truc, quoi, au cœur de la cité, au cœur de l'action, et que c'est une caméra comme qu'elle puisse faire voilà 360, qu'on puisse être complètement euh, un peu enfin, un peu comme les flics dans la cité, quoi, que le danger peut venir de partout, que tout est encerclé, tout est enfermé. Enfin, c'est vraiment ça. Et puis du coup, on tenait beaucoup à ces zooms
à ces espèces de crash zoom, de trucs. Alors, il y en a dans le film, finalement, il n'y en a pas tant que ça, mais on en a fait beaucoup. Et pour nous, c'était une idée importante. En tout cas, ça allait avec cette idée d'avoir une image qui soit pas trop propre, pas trop lisse, et d'avoir des accidents. Enfin, de chercher justement quelque chose où on puisse être tout le temps surpris et tout le temps sur nos gardes, un peu comme les flics dans la cité. Après, on voulait pas que ce soit un film, c'était vraiment important pour nous, que ce soit dans les extraits aussi, que ce soit pas un film que à l'épaule. Euh, on voulait vraiment utiliser les moyens du cinéma pour raconter cette histoire, donc, soit le stead, des plans fixes, des travelling, voitures, enfin plein de choses. Hein. Ok, bah, peut-être on peut lancer le premier Ouais, extrait, comme ça c'est le on premier parle extrait. de tout ce que vous avez mis en place Je autour vais des peut-être voitures. pas parler dessus, on va juste regarder. Il y en a d'autres où je parlerai, mais là, on va le regarder comme ça. Ça marche. C'est l'extrait de la bavure, donc hein, je sais pas pour ceux qui ont eu le scénario. C'était marrant de donner le scénario parce que je trouve ça. Donc, moi, je suis parti de là, en fait, je suis parti de ce texte. Et voilà, quand on lit un peu le scénario, on se rend compte que c'est une séquence clé du film. Enfin, donc voilà, évidemment, on se sont posé plein de questions sur comment on allait filmer ça. Enfin, bon, voyons les. Alors, qu'est-ce que je peux. Ouais, alors cet extrait, bah, donc voilà, hein, c'est la bavure. Donc, ce qui est intéressant dans cet extrait, je trouve, un peu aussi pour ça que j'ai choisi, c'est moi ce que j'aime bien, c'est le mélange de tous les outils en fait, euh, pour raconter euh, à chaque fois des choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'on commence, c'est-à-dire que c'est un mélange il y a du stead, il y a du stead sur du quad, il y a de la caméra épaule qui bouge beaucoup, de la caméra avec des zooms, du drone, des plans fixes, voilà, il y a plein de choses un peu différentes. Donc l'idée c'est qu'on commençait donc sur ce terrain, quand on commence sur le terrain de foot, là, parce que là c'était aussi quelque chose qui était important pour nous, c'est qu'on voulait vraiment être aussi du point de vue des enfants. Et même par rapport au scénario, on a essayé de privilégier beaucoup quand on tournait le point de vue des enfants, raconter peut-être plus de choses dans leur point de vue que ce qu'il y avait dans le scénario. Voilà, parce que le film raconte ça, c'est-à-dire que euh, on n'est ni du côté des flics, ni du côté des enfants, donc il fallait être dans la compassion des deux côtés. Donc voilà. Donc on commence avec les enfants sur le terrain de foot, donc l'idée c'était de les voir un peu jouer au foot. Bon, c'était une galère pour les filmer, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivaient pas à jouer au foot ensemble, enfin là, ils s'arrachaient les cheveux, donc on comprend un peu qu'ils jouent au foot, mais c'est un peu étrange. Voilà, donc là on est au stade, c'est assez fluide, jusqu'à au moment où la voiture arrive. L'arrestation aussi se fait, on est toujours au stade, et à ce moment-là, quand eux arrivent autour du terrain, euh, il y a un truc qu'on disait qui était vraiment pas mal, c'est que donc, on avait ce travelling circulaire, c'est-à-dire qu'on tournait tout autour du groupe, parce que c'est assez compliqué à filmer euh, plein de jeunes qui essaient de sauter sur le flic qui tenait euh, l'enfant. Et du coup, on est en travelling, c'est un espèce de stead circulaire avec des mouvements de zoom. Moi, je trouvais ça génial, parce que du coup, moi, je faisais le zoom, et je trouvais ça assez génial parce que ça me. Parfois, le stead, justement, on voulait pas que ce soit non plus un stead qui soit trop propre et trop dans une esthétique un peu publicitaire, tout ça. Donc, le zoom, ce qui était bien, c'est que ça mettait le cadreur, le Steadicammer, qui était génial d'ailleurs, ça le mettait un peu en difficulté parce que d'un seul coup, le cadre change, du coup, il faut qu'il s'adapte. Donc, ça le mettait aussi dans une espèce de tension que je trouvais qui était retranscrite quoi, à l'image. Donc voilà, et puis l'idée, ouais, globalement, c'était de faire monter une tension quoi, sur cette séquence, mais de manière un peu progressive. Donc, ils tournaient de plus en plus vite, voilà, les zooms étaient de plus en plus forts. Et l'idée, c'était justement qu'on ait quelque chose d'un peu chaotique pour ne pas trop savoir sur la lacrymo, comment ça se passe, comment ils la perdent et comment voilà, Guada, un des trois flics, se fait asperger de lacrymo. Donc après, le petit s'échappe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'extrait, il s'échappe à travers des barreaux. Et ça, ce qui est génial, c'est que ça, c'est vraiment un truc qu'on a trouvé au repérage. Parce qu'en fait, aussi, il faut imaginer que toute cette poursuite, elle est, voilà, elle est comme elle est dans le scénario, mais nous, il faut qu'on
on arrive à lier tout ça, parce que les décors c'était des décors qui sont pas tous au même endroit, donc il faut qu'on arrive à lier tout ça. Et moi, j'aimais beaucoup l'idée que et puis en fait, il fallait que le petit prenne de l'avance. Et pour nous, c'était un truc qui n'était pas évident à mettre en scène au début, parce que en fait, donc on a eu la chance de trouver ces espèces de barreaux, en fait, je sais pas si vous voyez dans l'extrait, et qui était déjà là, hein, c'est pas nous qui l'avons fait en tout cas. Le petit, lui, il pouvait passer sans problème à travers ces barreaux, et les flics, eux, pouvaient pas. Du coup, ça justifiait le fait qu'ils faisaient le tour et que du coup, ils avaient du retard sur lui dans la poursuite. Parce qu'après, l'idée, c'est qu'ils aient du retard et qu'ils le rattrapent. Bon, voilà. Donc après, on est avec un drone au-dessus d'un terrain vague. Voilà, donc ça, le drone, c'était aussi quelque chose d'important parce que ça amène évidemment à la fin cette idée que c'était un élément narratif puisque ça raconte quelqu'un qui est en train de filmer cette bavure. Et du coup, ça nous plaisait évidemment de l'amener un peu avant, tout en ne sachant pas trop, de jouer aussi avec l'imagerie, cette image un peu au-dessus, qui est comme un truc un peu divin, enfin en tout cas l'œil de la cité, il y avait un truc assez marrant, et puis qui pose aussi la géographie, enfin de ces espaces-là qui sont particuliers. Donc voilà, le drone, c'était un... Alors comme on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'a pas pu avoir un drone vraiment de très haute qualité. On aurait pu mettre la caméra de tournage qu'on avait dessus, mais du coup, on avait un drone qui était un DJI Inspire 2. Et comme on n'avait pas beaucoup d'argent non plus, il y avait un pilote du drone. Et du coup, moi, j'avais appris à cadrer le. Parce qu'il y a donc un pilote qui pilote le drone et moi, je cadrais la caméra sur le drone. C'était assez marrant à faire d'ailleurs. Mais ça, du coup, j'avais pris un peu des cours avant le tournage pour ça, mais c'était assez chouette. Et donc Parce voilà, ouais. vu qu'il est inclus narrativement, ça dérange moins que la qualité soit différente ou que ça raccorde moins ou quoi, parce que Ouais, mais alors ça, c'était un grand truc. On se demandait en prépa s'il fallait que le drone, justement, on le reconnaisse comme quelque chose de très identifié, c'est-à-dire que même avec le point rec, enfin, ou en tout cas une image qui soit. Mais moi, j'étais plutôt partisan de pas trop savoir et de mélanger un peu et d'avoir une image qui soit de la meilleure qualité possible, mais voilà, qu'on sache pas trop, qu'on joue un peu sur l'ambiguïté quoi, de l'imagerie du drone ou du drone d'un point de vue narratif. Et on savait très bien que de toute façon, l'idée du drone, on l'aurait avec le son. C'est-à-dire le fait d'entendre les hélices, voilà, ça marche, mais je voulais pas trop que ce soit le drone, enfin, que l'image soit complètement différente. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le drone? Voilà, et après, il y a quelques plans fixes quand ils passent la barrière avec des gros effets de zoom. Non, quand ils sont sur le terrain, pardon, il y a aussi un plan où on est au stade euh, sur un quad. Alors ça, je pourrais montrer. Bon, je vous montrerai après des photos de ça, mais ça, c'est un système qui était assez intéressant parce que l'idée, là, c'était, en tout cas, l'idée du plan, c'était de montrer que les flics les rattrapent, les flics leur rattrapent. Et du coup, je voulais vraiment qu'on commence avec eux qui sont tout petits dans l'image et qu'on se rapproche progressivement et puis c'est un plan comme ça, on est assez loin, on passe vraiment, on est au début de trois quarts face, on passe profil, on passe devant et on est dans leur dos après. Mais c'était assez marrant d'arriver de composer ce plan-là. Et ça, ces plans-là, c'est drôle parce que on a beau avoir des idées aussi, voilà, on avait des idées un peu théoriques sur ce plan, tout ça. Et en fait, c'est aussi quand on le fait qu'on trouve tout ça. En fait, c'est aussi très organique, qu'on trouve les idées. Et voilà, mais moi, je l'aime assez bien ce plan. Après, il y a donc le moment où il passe la barrière. Euh, on voulait voir hein, qu'il traverse comme ça des endroits un peu étranges de la cité, le terrain de basket. Et après, il se retrouve dans cet endroit où on avait décidé où a lieu la bavure. Là, la bavure, enfin le moment, la confrontation entre les jeunes et les flics, là, c'est vraiment à l'épaule, à deux caméras. Euh, là, il fallait vraiment, l'idée, c'était d'augmenter la tension, de créer surtout un truc de chaos extrême, de le faire monter. Donc ça, là, on a essayé vraiment d'avoir des caméras qui bougent le plus possible, qui sont dans des effets de zoom, qui passent des flics aux jeunes et qu'on soit complètement perdu. Là, l'idée, c'est d'être vraiment dans la tête des flics et d'avoir ce sentiment d'être dépassé, enfin, de se faire
Euh, voilà, donc là, on avait beaucoup de zoom. En fait, on était vraiment au milieu. C'est-à-dire que les flics et les jeunes, vraiment, ils se lançaient des cailloux, mais alors, c'était des faux cailloux en mousse. Et nous, on était au milieu. Et du coup, on se prenait aussi un peu des cailloux en mousse. Mais du coup, on était dans la même énergie. Et je trouve que ça se sent un peu. On sent ce côté un peu chaotique. Et du coup, une séquence comme ça, vous l'avez. Comment ça se passait? À chaque fois, vous la faisiez en entière? Et combien de fois vous l'avez fait? Ouais. Et comment vous avez travaillé avec la script aussi pour voir ce qui manquait au bout d'un moment? Ça devait être un peu chaotique du coup, vu qu'il y avait les deux caméras. Ah ouais, c'est extrêmement chaotique. En plus, on se filme de temps en temps. Enfin, c'est vrai qu'il faut pas imaginer. Mais quand on part dans ce filmage-là, on sait qu'on fait plus un plan séquence. Autant le plan Stead plus Squad, là, on voulait vraiment que ce soit un plan qui dure le plus possible. Autant là, là, ça devient des choses. Mais ce qui était beau, c'est d'avoir des petits moments. Mais on sait que ça, cette partie-là, elle va être très découpée. Elle doit être très découpée. Parce que de toute façon, si tu la filmes en plan large, cette scène, en vérité, elle n'est pas si impressionnante que ça. Parce qu'ils jettent des faux cailloux. Euh, bon, voilà. Donc là, il fallait être au milieu. Donc, on l'a refait pas mal de fois en intégralité. C'est-à-dire ça, c'est des prix, je pense, qu'elle est de. Bah, en fait, ils allaient jusqu'à épuisement de leurs cailloux. En fait. Donc, ils n'en avaient pas non plus tant que ça. Mais on prenait du début, hein, je crois. On prenait vraiment du moment où il est par terre et on faisait toute la scène. Donc, ça durait comme pas mal de temps. Nous, ce qui est bien, c'est que ça nous permet aussi d'améliorer notre manière de filmer. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, les jeunes, même si il leur disait pas de faire la même chose à chaque fois. Là, je pense qu'il leur faisait faire d'ailleurs des trucs un peu différents, mais en fait, par la force des choses, à un moment, ils refont un peu la même chose. Du coup, nous, on a un peu plus préparé sur des choses qu'ils vont faire et on aurait raté, qu'on essaie d'avoir par la suite. Donc, donc voilà. Ouais, c'était et par rapport à la script, ouais, là, on lui demande de nous faire il faut faire confiance au truc parce que là c'est sûr que c'est pas encore, ils jettent pas du tout les mêmes pierres, mais dans ces trucs là il faut croire à l'énergie, ça va marcher parce que mais faut pas rentrer dans les histoires de raccord parce que là on est cuit, là on fait pas la même scène parce que c'est quand même que des enfants et eux ils sont très bons quand on les fait jouer en fait et ils étaient vraiment très bons, mais à partir du moment où on leur explique qu'il faut refaire et qu'il faut faire comme ça et en fait voilà ça marche plus. Et là j'étais très très fort pour ça, c'est il sait vraiment bien les mettre dans l'ambiance, il sait déjà les jeunes le respectent énormément donc il est très écouté et, euh, et et il sait jouer avec ça, avec ces jeunes et avec ce qu'ils ont de jeu en eux, quoi. Et voilà, donc là, il faut faire confiance à l'énergie, quoi. Il faut oublier les histoires de raccord. Je suis sûr que c'est des films aussi, la script était super d'ailleurs dessus, mais on lui avait dit au début, qu'est-ce qu'elle était aussi un peu jeune, et on lui avait dit, écoute, c'est sûr qu'il faut pas faire il faut pas rentrer dans un truc comme dans les films trop classiques ou avec des histoires de raccord. Il y a des moments où il faudra faire confiance. D'autres, voilà, il faudra faire plus attention, mais voilà. Ok. Et petite question qui est pas forcément avec la séquence, mais il y a quand même beaucoup au-delà des zooms de focales qui sont assez serrés. Ouais, Comment vous avez réfléchi un peu à ça? Enfin, ça c'est toi qui t'es dit. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé autour de ce choix-là. écoute, en tout cas dans cette scène, il y a beaucoup de focales serrées parce qu'il faut isoler en fait, parce que pour créer cette dimension chaotique, c'est plus facile d'être à l'épaule pour passer de l'un à l'autre et il faut isoler un peu les choses pour que les focales longues aussi, quand tu es en mouvement, ça bouge plus, ça tremble plus. Et c'était un effet qui nous intéressait beaucoup sur cette séquence. Après, dans le film, on se disait aussi, quand on regardait les rushs avec l'Adj, avec les producteurs, on se disait qu'il fallait pas être non plus trop serré et pas trop bouger. Moi, je sais qu'en fait, après cette séquence, on avait pas mal discuté avec l'Adj et avec les producteurs en se disant, ça, on a dû tourner ça, je pense, la deuxième semaine, ou voilà, et en se disant, tiens, il faut quand même faire attention que le film, ce soit pas, ça bouge pas non plus dans tous les sens. Il faut se poser en fait. Et, euh, et du coup, à d'autres endroits, on a fait des choses, par exemple à l'épaule, mais en étant très posé, en ayant vraiment des plans justement qui bougent pas dans tous les sens, d'une caméra qui soit un peu plus,
c'était ici de qui regardait. Mais voilà, on jouait avec ça en fait sur certaines séquences. La caméra était plus mobile et plus dans l'idée de choisir qui on regarde et tout, et d'autres où on était un peu plus classique. Mais voilà, et sur les focales, on avait l'idée du film, c'est donc on avait ces zooms, on avait 3 zooms en fait. On avait 3 zooms ingénieux optimaux qui sont des zooms très légers à l'épaule. On avait un 15-40, un 28-76 et un 45-120. Et en fait, on en avait 3 pour les 2 caméras. C'est avant tout des histoires d'argent, hein, on ne peut pas multiplier euh, les zooms par 2. Et en même temps, c'était pas mal parce que ça nous obligeait à se dire, bah voilà, une caméra peut faire les focales plus longues, l'autre des focales plus courtes. Euh, Ça nous obligeait à réfléchir en fait à chaque fois sur euh, des histoires de focales. En fait, le truc, c'est quand tu as le zoom de 28-76 et on sait qu'on va faire des zooms, en fait, on passe sans arrêt du 28 au 76, donc du 28 qui est comme une focale, surtout en Super 35, comme une focale un peu courte, au 150 qui devient vraiment une valeur focale plus longue. Euh, du coup, c'est marrant parce que tu réfléchis moins en termes de. Parce que moi, j'ai plutôt l'habitude d'avoir fait des films avec des focales fixes. Tu réfléchis beaucoup la distance acteur-caméra. Enfin, autant là, c'est plus ambigu et tu penses plus à un espèce de. Tu réfléchis plus en termes de champ que vraiment de focale, en fait. C'est différent, mais c'était assez marrant à faire. Ok. Ouais, si des gens ont des questions, n'hésitez pas, hein. Ouais, différent. Moi, j'en ai une autre là en attendant, avant de passer l'autre extrait. C'est on peut parler de l'étalonnage un peu, qui est Ouais. assez cool. Et toi, tu m'avais expliqué, tu m'avais montré des images d'essais où vous n'étiez pas parti là-dessus au début. Ouais. Disons que sur l'étalonnage au début, en prépa, donc on avait fait des essais. Hein, je crois que j'ai fait deux ou 3 séries d'essais. J'ai même fait des essais où j'étais encore en tournage. Juste pour vous dire à quel point pour moi les essais c'est vraiment un truc important. Et j'ai fait faire des images par Pierre Maïs Laval, le cadreur de la deuxième caméra, pendant que j'étais en tournage en Bretagne. Je lui ai demandé d'aller dans la cité, de prendre une caméra et de faire des images pour qu'on puisse commencer un peu à travailler sur le look et l'étalonnage. Voilà. Et après, je pense que j'ai refait 2. Attends. Pardon. Ouais, et du coup, voilà, avec l'âge, lui, il m'avait donné des références de quelque chose qui était très. Il m'avait montré en fait un clip de Justice euh, que j'ai là, que je peux vous montrer, qui était pour lui vraiment la référence visuelle. Alors, évidemment, on ne peut pas la retrouver. Je vais montrer des images comme ça parce que après, je peux pas changer. Voilà, enfin, bon, de toute façon, bon, voilà, en tout cas, c'était lui, il voulait vraiment une image très désaturée, très froide, avec un très contrasté, tout ça. Donc, on était parti dans cette direction. On avait fait beaucoup de recherche de grains aussi, parce que lui, il aime beaucoup le Super 16. On savait que c'était trop compliqué de tourner en Super 16 sur ce projet, que ça coûtait trop cher, que c'était un peu se tirer une balle dans le pied. Et voilà. Mais il fallait qu'on trouve le moyen d'avoir une texture d'image qui soit pas trop propre. Et c'était un peu ça l'idée. Donc, on avait fait beaucoup de recherches en étalonnage sur le grain et sur justement ce côté de retirer de la couleur beaucoup. Je crois que j'ai des essais de. Est-ce que je vous les montre maintenant ou pas, ces mains-là ou pas Ouais, je peux vous montrer des. J'ai retrouvé en fait des essais. Si jamais c'est de la vidéo, coche optimiser le partage d'écran pour le clip vidéo en dessous. Je crois que c'est ça qui rend les choses un peu plus fluides.
Alors, attends, parce que là, tu m'as dit où est-ce que je. C'est partager l'écran, tu as une Ouais, petite case en bas, ah optimiser. ouais. Ok. Tac, et voilà. Là, vous le voyez. Donc, voilà, ça, c'était les premières images qu'avait passé le fils de Ladj dans le film. J'ai passé assez vite, hein. Mais du coup, voilà l'image, pour vous dire à quel point on est loin de ce qu'on avait, de ce qu'on a au final, parce que on est parti sur une mauvaise piste, hein, pour se dire les choses très honnêtement. Mais voilà ce qu'on cherchait. Donc au début, en tout cas, avoir une image qui soit très éteinte, avec que... Après, je vous explique pourquoi après on a changé d'avis, que c'était pas une bonne piste. Mais voilà, parce que c'est aussi le truc de la prépa, c'est on a des idées, mais on n'est toujours pas en train de tourner, on n'a pas les acteurs, on n'est pas dans l'ambiance, quoi. On est entre nous, dans un bureau de prépa, voilà, où on a ces idées-là, mais on ne savait pas encore qu'on est en train de se tromper. Mais voilà, on voit en tout cas les images qu'on a faites, avec l'âge, on est dans la fosse. Là, on va voir, il y a plusieurs niveaux de grain en fait. Là, je crois qu'on est au niveau 1. Voilà, là, on a un grain, je crois, un grain 35 mm, mais assez costaud. On sent, hein, dans le ciel, tout ça, qu'on est beaucoup plus granuleux. C'est du grain aussi, c'est que ça granule pas de la même manière partout. Et là, voilà, ça, c'était du grain Super 16. Ouais. Très, Bah, très après, fort, hein, dans le ciel et tout. Moi, j'aimais bien, hein. on voit quand même. Après, c'était quand même un peu trop fort. Mm. Ça, du Mais coup, toi, c'était des grains qui venaient d'où c'était du grain qui était scanné et qu'on avait mis en superposition sur le. Non, pardon, c'était du grain de Da Vinci en fait. On avait fait des comparatifs en fait et moi je trouvais que le grain de Da Vinci en fait il était super. Mais après on l'avait intégré de manière un peu particulière. Il n'est pas intégré, il n'est pas plaqué quoi. Il est intégré d'une autre manière. Mais... Voilà, donc ça c'était des images que moi j'ai pas faites que le cadre avait fait. Après je pense que voilà, c'était de voir aussi un peu comment ça se passe dans une voiture quand on filme. Mm. On pourra parler aussi de l'évolution des séquences de voiture. Ouais, donc là c'est drôle. C'était avec toi, Noé, quand on était chez RVZ. Et ça, quand on essayait les zooms. Ça, je l'avais fait sans l'âge. L'idée aussi, c'était de commencer à voir un peu le look avec des corps qui se prêtaient pas mal, qui étaient un peu dans les mêmes tons du film. Là, c'est quand on avait fait les choix de zoom. Voilà. Et là, j'étais pas là, mais je voulais lui montrer un peu, voilà, parce que moi, c'était aussi l'histoire de tester. Alors, on va voir après. Euh, alors, ça, c'est le 30-80. En fait, on n'avait pas le 28-76, je dis ça, je sais pas, mais en fait, on avait le 30-80 dans les mieux, ça va forcément. Et du coup, Là, on est au 30 et voilà, là, on passe au 80, je pense. moi, c'est figé là. Je sais pas si Ouais, ça marche pas bien. c'est figé. Mais, je pense qu'on voit aussi là-dedans, dans un plan qui dure et tout, à quel point, voilà. Et là, voilà, j'avais aussi de ces poignées. C'était Moi, un truc ça très avance. important, c'était des poignées de Master Grip. C'est des poignées de chez Harry là, qui permettent de zoomer très facilement dans l'image et de contrôler parfaitement la vitesse, l'accélération du zoom. Donc en même temps, quand je fais ces images, je teste aussi ce système qui a été très important sur le tournage. Moi, l'image là, elle est bloquée Ah sur ouais, moi assis stylé. dans le canapé. Ah ouais, toujours là. Ouais. Alors attends, je fais ça aussi. Ah, Là, c'est mieux. ouais. Bah, c'est saccadé, mais ça avance. Là, c'est le 45-120. On voit qu'il y a une focale qui est beaucoup plus serrée. Du coup, même quand je marche à côté, c'est pas le même effet, hein. Je faisais ces essais aussi dans l'idée de montrer ça à l'âge et de voir ce qui lui plaisait le plus. Voilà, bon, on voit que l'image, en tout cas, elle est très, très marquée. Et voilà, ça, c'était le 15-40. Je vais avancer tout ça parce que c'est très long. Mais c'est des moments très précieux, en fait, ces essais où on teste les optiques, on teste plein de choses. Je pense que là, j'avais même essayé d'autres optiques.
Voilà, de type, ce qui m'intéresse beaucoup aussi sur les zooms, c'est de voir comment ils flairent quand il y a une source forte dans le champ. Ouais, on voit que- Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu as choisi plutôt les ingénieux au Fujinon? Tu te souviens? C'était qu'ils étaient. En fait, après, les autres zooms, ce qui était bien, moi, ce qui me plaisait, c'était la palette. C'est-à-dire que, parce que les autres zooms, ils avaient des choses intéressantes, mais la palette, c'est-à-dire d'avoir le 15-40, 20-76 et 45-120, pour moi, c'était génial. Je me suis dit, mais là, alors, ces focales, c'est génial parce que je savais qu'il y avait des scènes où il fallait être dans des focales serrées et d'autres où ce serait vraiment. Il fallait pas que le film soit entièrement trop serré. D'autres où on aurait besoin des focales très courtes parce qu'il fallait qu'on ait des personnages et qu'on sente la cité autour d'eux, qui les enferme et tout. Il y a un truc qu'il fallait vraiment voir à l'image. Et Voilà. il Et y a ces images-là du début aussi, du coup, qui sont assez spéciales. ouais, attends, ça on y reviendra. C'est juste pour finir avec le. Ouais, ouais, c'est faut qu'on en parle. L'idée de l'étalonnage, en tout cas, parce que là, ce qu'on a vu, c'est pas du tout l'image du film. Parce qu'en fait, donc après, ce qui s'est passé, c'est que donc c'est quand même des films, un film, bon, j'aurais dit, c'est vrai, mais on n'avait pas beaucoup d'argent, donc il fallait qu'on trouve des solutions. On n'avait pas les moyens du tout d'avoir un étalonnage de rush. Donc moi, j'avais fait quelques luttes en prépa que j'appliquais le soir sur les œuvres que j'ai aussi sur mon ordinateur. Et je regardais un peu comment ça se passait dans les premiers jours. Je me suis rendu compte que la lutte qu'on avait fait, qu'on trouvait tous super au début, hein, ne fonctionnait pas du tout. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup trop contraste et tous les essais on les a fait aussi avant l'été, plutôt, enfin très tôt, et on avait moins de soleil, donc un truc, on avait poussé les contrastes et tout, et d'un seul coup, ça ne marchait plus du tout sur l'image. Et surtout, on se rendait compte avec l'âge que l'image était trop triste et qu'il y avait un truc comme une espèce de première lecture de la cité, d'un endroit très, très, enfin, comme si on la jugeait d'emblée, quoi, sur quelque chose de très triste, de très dur, alors qu'en fait, nous, ce qu'on avait envie de filmer, c'était l'inverse, c'est de montrer que c'était un endroit, parce qu'en fait, la tristesse, elle est déjà, enfin, la dureté du lieu, elle est déjà dans le scénario, elle est dans tout ce qui se passe, et du coup, on s'est rendu compte que l'image, il fallait qu'elle aille ailleurs, qu'elle montre que c'est aussi des endroits qui sont extrêmement chaleureux, où les gens sont dehors, jouent, tous les gens se connaissent, se serrent la main, s'embrassent, enfin, les enfants sont dehors, enfin, voilà, donc il fallait que. Et on a tourné en plein été, il fallait qu'on sente que c'est l'été, qu'il fait beau, qu'il fait chaud. Ça a été évident quand on a tourné la scène de la piscine aussi, assez. Donc on verra, c'est des extraits qu'on verra aussi. Et cette scène-là, on s'est dit que ça n'avait pas. Évidemment, il fallait que ce soit joyeux et qu'on ait des couleurs beaucoup plus chaudes. Et du coup, voilà, je sais que sur la lutte, je suis revenu dessus en cours de tournage. Donc, moi, j'ai fait ça un peu à l'arrache sur mon ordinateur, mais c'était important quand même qu'ils aient déjà. Et à l'étalonnage final, on a encore réchauffé l'image. Donc, on est allé vraiment à l'opposé. Enfin, après, on a gardé une image assez contraste et tout, mais puis avec du grain, tout ça, mais on est allé un peu quand même à l'opposé de ce qu'on avait prévu. Mais voilà, c'est aussi ça le cinéma. Il faut savoir euh, se faire confiance, se dire que le film il est en train de s'écrire, que c'est quand on peut préparer tout ce qu'on veut et c'est hyper important de préparer. Moi, là-dessus, voilà, mais c'est aussi peut-être parce qu'on a préparé qu'on a su aussi regarder les bonnes choses et se dire que le film, en fait, il fallait aller ailleurs sur cet aspect-là de l'image. Il y a quelqu'un qui demande si, à propos des coups de zoom, si ça venait d'intuition ou s'il y avait un système un peu préétabli entre toi et Pierre. Non, c'est vraiment, là, c'est d'ailleurs très agréable à faire, mais c'était à notre libre. On se le disait avec Pierre, on se disait, tiens, là, il faut peut-être cette séquence, il faut y aller, il faut faire plus de zoom. Là, Jim nous disait quand il en voulait plus aussi, quand il trouvait qu'il y en avait trop. Enfin, on ajustait comme ça, mais on ajustait un peu au feeling. Hein. On se disait pas, tiens, à tel endroit, il faut qu'on zoome. Non, non, c'était vraiment. Et c'était l'idée, c'était que ce soit quelque chose de très intuitif, de très. C'est très agréable parce que nous, ça nous oblige aussi à sans arrêt ressentir la scène, quoi, se mettre dans un point de vue de quelqu'un qui regarde et qui se dit, tiens, là, j'ai envie de regarder ça.
Euh, et puis c'est même intéressant, parfois dans les scènes où il ne se passait pas grand-chose, aussi de jouer avec le zoom pour y créer quelque chose. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup amusé aussi dans le tournage. Il y a quelqu'un qui demande à quelle sensibilité la caméra a-t-elle été utilisée? On l'a prise à 800, c'était donc on avait la Alexa Mini et je l'ai prise à 800 ISO sur tout le tournage, parce que moi je préférais jouer le grain en post-prod pour bien le jouer, et surtout en fait on sait on est aussi dans des conditions où on ne maîtrise pas totalement tout. Par exemple, pour vous dire, les scènes en voiture, c'est sûr qu'à des moments, il peut faire beau et d'un seul coup, il peut y avoir un nuage. C'est pas pour autant qu'on va arrêter de tourner. Donc, je savais qu'il y aurait des écarts sur les rushs de luminosité. Et pour ça, c'est important de prendre la caméra le plus au milieu possible pour avoir en haut et en bas le plus de latitude. Voilà. Parce que moi, j'avais envie en tout cas de. Et puis, on a tourné en RAW pour les mêmes raisons, c'est-à-dire de pouvoir comment dire, en tout cas, ne pas avoir peur des accidents le plus possible sur le tournage, mais après, en post-production, de rattraper un peu les choses pour ramener tout ça un peu plus, Ouais. de manière un peu plus cohérente, quoi. Euh, du coup, peut-être tu peux nous raconter par rapport à la séquence de début. Je sais pas Ouais, si c'est... la séquence de début, donc moi, je n'étais pas là, puisque j'étais en train de tourner encore ce film en Bretagne. Et quand les producteurs m'ont appelé, ils m'ont dit, parce que c'était pas du tout dans le scénario, ils m'ont dit voilà, il y a la finale de la Coupe du Monde, ce serait peut-être bien qu'on tourne, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, moi, je trouvais ça super, et du coup, on a pris une caméra à l'époque. Enfin, eux, ils n'avaient pas encore bouclé le casting, donc ils ont dû arrêter le truc un peu vite fait. Nous, on avait arrêté la caméra, mais sur les optiques, moi, j'étais pas encore. D'ailleurs, il n'est pas parti avec le bon zoom. Enfin, c'est pas le zoom avec lequel on a tourné. Je crois qu'il avait un 1990 de chez Fuji, je crois. Pierre, parce que donc c'est le cadreur deuxième caméra, Pierre Maïs-Laval, qui est parti faire ses images tout seul. Alors Pierre, il vient du documentaire, il travaille beaucoup en documentaire et en fiction, hein, mais il vient principalement du documentaire. Donc tout ce qui est, lui, ça lui faisait pas peur de partir. Parce que donc il est parti. C'est des films où on n'a pas d'argent, donc en plus faire ce genre de séquence, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut pour que ça se fasse. Voilà, c'est soit on tournait avec des iPhones, soit on essayait de prendre la caméra, mais on jouait le jeu de voilà, de partir avec l'Alexa, mais avec le minimum de personnes. Et là, voilà, lui, ce qui est bien, c'est que là, aussi, il joue le jeu. Hein, c'est-à-dire qu'il est très conscient de ce qu'il va pouvoir demander ou pas. Voilà, et toute la partie donc, à Paris, la, pendant la vraie finale de la Coupe du Monde, enfin, sur les champs, tout ça, c'est voilà, quelque chose qu'ils ont tourné donc un mois avant le tournage, je crois. Un mois et demi, je crois. D'accord. Mais c'était pas prévu du tout. Hein. Alors c'est vrai que quand tu vois le film, maintenant on dit à quel point ça résonne, mais c'était plus une idée lancée. Voilà. Mais, Et ils n'ont pas eu peur d'emmener l'Alexa au milieu de... non. Non, mais après ils étaient une petite équipe et tout, mais à l'Alexa, je pense qu'ils l'ont pas mal customisé pour qu'elle soit pas trop grosse aussi. Enfin, avec le 1990, on remarque que c'est un peu dur, mais et non. Et après, ils sont pas restés trop longtemps le soir. Ils ont pas fait c'était pour eux un peu plus compliqué de tourner par la suite, quoi. Mais, mais tout le début, non, c'était. Je crois que Pierre, il a beaucoup aimé faire cette séquence. Ah ouais, ça doit être, Il était vraiment content. ça doit être assez sport, en plus, quand tu étais tout seul, depuis, je faisais le point tout seul aussi avec l'autre Il main. pas tout seul, ouais. Alors, du coup, il mettait quand même un diaph Ouais. assez fort. Hein, mais je crois qu'il était à 8 ou 11, il avait dit. Enfin, ça sent un peu, hein, mais après. Voilà, ça fait partie de ces trucs où, même moi, hein, le fait du coup de pas y aller, de pas le faire, il faut accepter. C'est le film avant tout, quoi. Et, et oui, l'image est pas. Du coup, il y a plus de profondeur de champ, donc elle est un petit peu différente du reste du film, mais c'est pas très grave. En fait, ça apporte tellement à l'histoire et au film que voilà, il faut prendre ses risques. C'est juste des risques qu'il faut prendre. Mm.
Et bah ça, enfin, on pourra en parler aussi après avec le dernier extrait, mais faut que tu nous parles de comment tu travailles avec le Steadicammer et du coup avec un autre Ouais, opérateur sur comment on délègue un cadre et tout ça. ouais, ouais, sur le dernier extrait, j'ai. Est-ce qu'on passe au deuxième Ouais, extrait ou est-ce qu'il y ouais, a ouais. des questions Ah, peut-être tu peux nous montrer la photo du 4x4 avec le stead derrière. Ouais, ouais, ouais. Alors, attends. Ouais. Je peux vous montrer d'ailleurs vraiment les photos de tournage. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi même le cadreur de la caméra B parce que c'était vraiment quelqu'un qui était très important sur ce film. Et voilà, parce qu'il a filmé déjà tout seul toute la séquence de début sur les champs et c'était un collaborateur très précieux sur le film. Voilà. Donc là, c'était ouais, c'est quand j'étais avec l'opérateur du drone et qu'on faisait les tests et qu'on apprenait à l'utiliser. Ça, c'était sur le. Bon, je vous montre hein, toutes les photos, hein, il y en a quelques-unes. Mais ça montre aussi un peu l'ambiance. Voilà, l'âge. Là, j'ai les enfants, ils avaient vraiment une très très belle relation. C'était assez beau. Ça, c'est l'endroit de la piscine qu'on verra après. Voilà, c'est surtout cette photo. Donc, le Steadicammer qui est sur un quad. Moi, c'est un système que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment qui est très pratique parce qu'il permet il permet au Steadicammer de faire le plus de mouvements possible. C'est-à-dire qu'il peut être devant, derrière. Enfin, et comme il est à genoux, il peut aussi un peu changer les hauteurs et tout. C'est extrêmement pratique. C'est le fils de Latch. Voilà, c'est Pierre aussi qui était aussi sur la. Ah, et du coup, Pas peur de monter sur. ah, Voilà. Pour refaire un plongée. On était sur le toit d'une voiture. Ça, c'est des plans, par exemple, qu'ils faisaient en deuxième équipe. Nous, parce que, par exemple, sur la bavure, il y avait des plans qui manquaient, bah, notamment un plan du petit qui était tout seul sur la poubelle. Voilà, et du coup, on les envoyait faire ça, parce que le film n'est pas tout le temps à deux caméras. Hein. Voilà, parfois la deuxième caméra faisait office de deuxième équipe où elle filmait des plans dans la cité, un peu, hein, des plans qu'on appelait des plans de vie, la cité. ouais. Là, c'était sur la voiture travelling parce que ouais, notre idée en voiture, c'était parce on passe beaucoup de temps en voiture dans le film, c'était que au début du film, on est beaucoup en intérieur voiture, donc on découvre un peu parce que l'idée c'était quand même de découvrir un peu la cité dans le point de vue du flic qui débarque de Cherbourg, donc être vraiment avec lui, quoi, c'est littéralement à ses côtés, quoi. Et dans la deuxième partie du film, comme il y a une montée de tension et qu'il y a une dramaturgie qui est de plus en plus forte, on voulait justement là, changer un peu de dispositif, d'être dans un filmage justement plus avec des longues focales. Euh, et donc là, on était en voiture travelling. Voilà. Donc on a eu 2 jours, je crois, sur le film de voiture travelling. Euh, voilà, et pour les voitures travelling, on était à deux caméras tout le temps. Et il y en avait une qui était sur le capot, là, qui est assez longue, mais aussi à l'épaule. Enfin, on sent un peu que ça à l'épaule, mais qui bouge pas trop, quoi. Et Pierre était sur le côté avec assis sur une chaise à l'épaule aussi. Et ouais, toi, c'est quoi ton avis toi sur l'Easy Rig? Parce que là, je vois que vous en avez tous les deux un. Ouais, je dirais que bah, on voit peut-être souvent avec, mais en fait, je l'utilise souvent, mais pas tout le temps. Je pense qu'il y a des moments où il gêne, il n'est pas pratique. Mais après, j'avoue que pour les prises longues et tout, moi, c'est quelque chose dont je m'habitue, que je trouve vraiment bien, parce que ça permet quand même de se soulager, surtout bizarrement sur les plans où ça n'est plus fixe. Et puis, c'est vrai, ce qu'on se disait un peu la dernière fois, c'est que ça, parfois, avec les directs, je me rends compte que je ne cadre pas forcément avec la caméra sur l'épaule, mais parfois peut-être un peu plaqué. Enfin, ça dépend. Du coup, j'ai réfléchi
plus la hauteur, en fait. C'est drôle. Et comme là, on filmait des enfants aussi, parfois, c'était important l'idée de pouvoir être à l'épaule, mais garder une caméra qui soit pas toujours à ma hauteur, mais un peu plus basse que la hauteur d'enfant. Donc, voilà, ça c'était une petite caméra. Enfin, non, il n'y avait pas tout le monde. Et Ça, du c'était coup, dans le il snack. a- Maxime, il a tout pointé à l'écran. Maxime, ouais, il pointe beaucoup à l'écran. De toute façon, ce genre de film, on peut Mm. facilement faire autrement. Et mais il est très bon, Maxime, parce que c'était pas évident et ça bougeait beaucoup. On répétait jamais, hein, donc pour lui, c'était pas évident, mais voilà, il est très bon et puis il aimait ça, quoi. Ça faisait partie du jeu, quoi. Évidemment, tous les flous, les choses comme ça, nous, même quand il y avait des choses qui étaient plus floues qu'habitude, on savait que ça faisait Mm. partie du jeu et qu'il avait le droit de se planter, quoi. Voilà, c'était. Voilà, on va écrire avec l'âge. Ça, c'est une séquence bon, qui n'est pas dans le film. L'intérêt aussi d'être à deux caméras, c'est que du coup, peut-être aussi, on avait des caméras qui étaient un peu moins mobiles, quoi, que ça nous obligeait à nous fixer un peu plus, quoi. Bon, voilà, alors voilà, le snack, on voit que j'ai gardé beaucoup de lumières qui existaient, mais j'ai quand même, on voit les lumières qui sont au-dessus du mec qui clappe, là, Ouais. qui est diffusé, j'arrivais à diffuser certaines choses, et puis il y a une arrivée de lumière, je crois qu'il y avait un lightpad qui arrivait côté droit. Voilà, ça c'était un plan où le petit est tout seul, et là on avait, je retrouverai aussi dans mes photos, mais j'avais, là au repérage, on savait, en fait, on avait vu que le soleil était là, enfin, là et du coup c'était quelque chose on voulait vraiment faire un plan de ce petit qui est tout seul, qui se retrouve tout seul en fin de journée, et d'avoir de jouer avec le soleil, voilà, Mm. qui l'auréole. Donc ça, c'était une photo de la confi caméra. On voit que la batterie, elle est un peu déportée derrière pour équilibrer un peu, parce que le zoom, il est assez long. Du coup, ça met beaucoup de poids à l'avant. Donc, il fallait un peu retrouver, équilibrer. Parce que l'équilibrage de la caméra, c'est vraiment un truc important. Moi, je sais que je passe pas mal de temps à ça aux essais. Enfin, c'est quelque chose d'important. Et on voit en bas les poignées Master Grip de chez Harry qui permettent de zoomer de manière très précise, quoi. C'est-à-dire de plus ou moins vite et surtout de jouer sur les accélérations de zoom. C'est vraiment super, cette invention. Voilà, je sais pas ce que c'est. Là, on voit, voilà, sur les voitures travelling, je mettais une casquette en top parce que ça, c'est des questions que bon, chaque fille est un peu différent, mais c'est de savoir est-ce qu'on a envie d'avoir les reflets sur le pare-brise ou pas. Là, clairement, sur Filma, ça ne nous intéressait pas trop, c'était trop contraignant. Et donc, du coup, voilà, on mettait ce grand tapis noir au-dessus pour ne pas avoir les reflets du ciel dans le pare-brise. Et tu mettais quelque chose dans la voiture ou pas, du coup, pour ramener un peu. Ça dépendait. Déjà, on avait un toit ouvrant, donc bon, qu'on ouvrait ou pas, on avait découpé en fait des rouleaux de différents diffs et aussi des plaques de déplomb qu'on mettait de temps en temps s'il y avait trop de soleil. Parce que vraiment, quand il y avait beaucoup de soleil, c'est trop dur. Mm. Euh, donc voilà. Et puis moi, je voulais le toit ouvrant parce que je voulais absolument faire des plans. Je voulais faire absolument un plan, on l'a jamais fait, hein, mais je voulais absolument faire un plan des flics et d'avoir le drone juste au-dessus d'eux, de le filmer à travers le rang. Bon, on n'a jamais pu le faire. Voilà. Et je sais plus de quoi je parlais. Voilà, voilà, on voit que sur le quad aussi, donc, nous, on ne peut pas monter, hein. Il y a que le Steadicammer qui est à droite. Au milieu, c'est le conducteur du quad. Et à gauche, c'est l'assistant caméra. Il est voilà, assis avec une ceinture. Parce que Ouais. voilà, on commençait de là, on commençait assez loin et en fait, on se rapprochait, on faisait un trajet. Mais c'est un plan qu'on a, voilà, qui s'est construit de manière un peu empirique. En fait. Voilà, c'était bon. Donc là, on voit on a tous les deux la caméra Mm. plus bas que l'épaule. Bonjour, question bête, mais je viens d'arriver parce que j'ai eu un call avant.
Je fais de l'eau lumière. Est-ce que vous avez tourné avec 2 caméras simultanément, c'était dit? Au stade, non, jamais. Ça avait toujours qu'une seule. Quand on était à 2 caméras hein, sur tout le film, et on avait, on avait deux. Quand il y en avait une qui était sur le stade, l'autre était à l'épaule ou sur pied, mais jamais 2 caméras au stade en même temps. Mais le stade, c'était quand même un truc on n'a pas eu beaucoup de jours de stade. Il faut avouer qu'en fait, au début, on n'en avait pas tant que ça. Et en fait, c'est les producteurs qui ont, quand ils ont vu les rushs avec le stade, ils ont dit, mais en fait, c'est super pour le film, il faut qu'on en ait plus. Euh, du stade pour un film comme ça, c'est quelque chose d'assez coûteux, quoi. Donc, eux, ils n'ont pas eu peur de dire qu'il fallait rajouter des jours de stade, que ça allait coûter voilà, un peu plus cher que prévu. Mais voilà, en tout cas, dans l'écriture du film, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, on en a fait plus que prévu, en fait. Là, voilà, on verra. Ça, c'est pour la séquence dans la cage d'escalier qu'on verra à la fin. Il y a un truc, tu verras, c'est un plan qui est assez court, mais là, je dis énormément à ce qu'il y a le maire, donc notre maire, qui dévale. Lui voulait en plus se voir dévaler tous les escaliers. Bon, au final, on en a fait qu'un. Mais ça, mine de rien, c'est très compliqué parce que, évidemment, l'acteur ne peut pas le faire. Donc, oui, c'est un cascadeur et en fait, sous son dos, il y a une plaque de métal. Et on verra, le plan est très court, mais on voit que voilà, c'était pas évident à faire. On voulait faire un plan, voilà, on avait accroché la caméra au pied du cascadeur, mais ce plan n'est pas monté. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas monté, c'est qu'à la fin, on avait été quand même jusqu'à l'explosion dans la cage d'escalier. Et, euh, et voilà, on voit en fait la caméra. Donc il y avait vraiment une explosion dans la cage d'escalier et il fallait protéger la caméra et l'optique. Donc avec une crash box. Voilà. Parce que l'explosion avait lieu juste en dessous, en fait, l'optique. C'est pas cassé, donc on revient. Alors ça, c'est marrant, parce que ça, c'est le snack, vous l'avez peut-être vu dans le film, et en fait, c'était un snack où il y avait plein de miroirs, et comme on savait qu'il y avait, il y avait beaucoup de séquences où ça allait quand même bouger, qu'on allait avoir plein d'axes, parfois de caméras, tout ça, on s'est dit, là, si on a des miroirs, on se tire une balle dans le pied, donc voilà, en choisissant ce décor, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on recouvre le miroir, donc là, la déco, enfin, la déco, tout seul, hein, il a recouvert, c'était un de ses gros boulots, c'est de recouvrir tous les miroirs de plaques de faux bois. Voilà, c'est vrai que moi je prépare beaucoup les plans avec l'iPhone, je pense que ça en fera bondir plus d'un, mais c'est un truc où je sais pas moi qui m'aide beaucoup à chercher des plans, et avec là, voilà, souvent les plans on préparait sans viseur, mais juste avec l'iPhone. Moi, le viseur, en fait, c'est tellement plus rapide de faire ça avec l'iPhone. Et puis, pas besoin d'avoir un rendu. Après, je sais ce que c'est une optique, et une profondeur de champ et un rendu des perspectives, mais juste d'avoir le cadre, ce qu'on voit pas, moi, ça me suffit. En fait. Une question un peu à ce propos, qui est quelqu'un qui te demande si, en dehors des séquences d'action qui réclament forcément un prédécoupage, la plupart des séquences se découpaient donc au moment de la mise en place, où il y avait quand même un document de découpage, d'intention de découpage. On n'avait pas vraiment de document de découpage. Et comme je vous disais, c'était plus moi et puis, quand j'arrivais le matin, on ne savait pas forcément non plus quoi faire. Il y a des séquences qui étaient, on avait un peu pensé, mais moi, c'était quand je le voyais parler à ses acteurs et mettre en scène vraiment littéralement la scène on avait des idées en fait, que ça venait, que du coup je lui proposais et puis lui réagissait dessus. Mais voilà, bah, après, disons, il y avait des séquences qu'on avait quand même un peu découpées, mais pas tant que ça. Ça fait d'ailleurs une bonne transition pour le deuxième extrait Ouais. qui est plus documentaire d'ailleurs. Enfin, plus documentaire, non, qui est plus, en tout cas, qui va attraper de la vie en fait. Et pour former ces jeunes-là, on a essayé de les laisser. Voilà. Peut-être c'est Ok. pas mal ça me regarde maintenant. Ouais, alors cette séquence, bon voilà, vous avez vu
son scénario, elle est très courte. C'est quelques phrases. Et, et c'est là où nous, c'est là, voilà, qu'intervient vraiment la mise en scène. Parce que c'est quelques phrases de scénario, et en même temps, on sait que nous, il faut qu'on fasse passer l'idée que voilà, ces jeunes, ils sont. C'est des choses un peu paradoxales où c'est les vacances, donc ils n'ont pas les moyens de partir. Mais du coup, bah, ils vont se émerder, ils n'ont pas les moyens de partir à la plage. Donc voilà, il faut une piscine, ils l'installent sur un parking et, ils jouent et, et ils s'amusent vraiment. Enfin, voilà. Donc c'était une séquence où il fallait. Bon, c'est une séquence. Alors au début, elle était en fait au tout début du film. Elle est ensuite après passé derrière, mais c'est une séquence évidemment qui annonce un peu la fin. Mais voilà, en tout cas, il fallait qu'on sente que ces enfants ils sont dans le jeu, qu'ils s'amusent et qu'il y a un truc presque d'insouciance aussi là-dedans, donc avec ces pistolets à eau. Euh, voilà. Cette séquence-là, par exemple, quand on l'étalonnait froide, enfin, ça ne marchait pas du tout. Parce que justement, ça n'allait pas dans le bon sens. Il fallait la rendre très joyeuse et très vivante, quoi. Donc voilà. Donc ça, pour la tournée, concrètement, donc là, j'y mettais vraiment, il prenait tous les enfants. Parce que c'est pas évident même d'avoir leur attention, parce qu'ils étaient nombreux et puis chahutait parfois un peu. Donc, mais alors là-dessus, voilà, il est très très fort pour ça. Il est là, bien ambiancé. Et après, nous, on partait. Voilà, là, ça, on tournait de caméra. Il y en a une, on voit qu'elle a 15-40, je sais plus laquelle, hein, 15-40 avec une focale plus courte. Parce que c'était un endroit, je me rappelle ça quand c'est un endroit qui est vraiment complètement enclavé avec des barres d'immeubles. C'est un parking, il y a vraiment des barres d'immeubles tout autour. Donc ça, je voulais vraiment qu'on sente ça à l'image. Et l'autre caméra qui a le plus long, le 45-120. Et ça, je pense qu'on tourne pendant 20 minutes et on les laisse jouer. On les laisse, parce qu'au début, en fait, c'est des gamins qui n'ont pas du tout l'habitude d'être filmés. Hein, donc au début, évidemment, ils sont un peu intimidés. Ils ne sont pas vraiment, ils sont pas dans le jeu comme d'habitude. C'est tout ça nous faut au début. Et voilà, il faut laisser du temps. Et d'ailleurs, on pourrait ne pas tourner, je sais pas, les 10 premières minutes, faire semblant et les laisser. Et c'est au bout d'un moment, en fait, que le truc prend. Et voilà, que là, ils arrivent vraiment à se lâcher, à jouer entre eux. Et je trouve que, donc là, on a dû faire plusieurs prises de, je sais pas, de 15-20 minutes. Où là encore, on se fiche un peu des raccords et on tourne beaucoup dans la continuité. Mais quand on voit l'extrait, on sent que c'est des moments qui sont pas évidents à mettre en scène. Je veux dire, de prévoir tout ce qu'ils vont faire, parce qu'il y a des choses qui sont très belles dans leur regard et qui sonnent très justes, quoi. Voilà, en tout cas, et c'était un peu l'enjeu du film, c'était d'arriver à mettre de la fiction dans ce réel, quoi. Voilà, cette séquence, elle résume un peu parce que voilà, et après arrive cette voiture on la faisait arriver assez tard, on avait des tops, je sais plus, et, et voilà, en plus avec la difficulté, je me rappelle sur cette scène que ce qui est un peu difficile quand tu tournes en cité, c'est que le soleil, quand même, assez vite, il passait derrière des barres d'immeubles. Donc là, sur cette scène-là, il fallait vraiment faire gaffe aux horaires de. Moi, je faisais vraiment très attention aux horaires de tournage. On avait fait plusieurs réunions avec l'assistant réel pour que. Parce que je crois que je ne sais plus à 15 heures, mais le soleil passait derrière une grande tour et on n'avait plus de soleil. Donc là, c'était. Et surtout sur cette scène-là, l'idée c'est que ce soit vraiment ensoleillé. Donc on a. Voilà. Il n'était pas question de faire le début en soleil et la fin. D'arriver en cours de tournage de cette séquence et plus avoir de soleil. Donc là, voilà, mais c'était assez amusant moi je me rappelle que c'était assez amusant à faire. Et puis pour nous au début c'est un peu vertigineux parce que du coup on sait pas trop quoi filmer, donc ça se construit. Le découpage, autant le découpage n'est pas forcément établi à l'avance, mais il se fait au moment où on tourne. C'est pas non plus. C'est-à-dire qu'on a fait une prise et après en fait on rectifie, on revoit la prise avec l'âge, on se dit tiens là ça peut-être il faut plus faire ça. Enfin voilà, tout se fait de manière mais un peu plus empirique, quoi. Et puis ça se fait en tout cas avec les acteurs, l'énergie
du moment, quoi. Il y a quelqu'un qui demande quels outils tu utilisais pour exposer ton image dans ces conditions particulières en impro. Est-ce que tu avais peur de zones trop surex ou est-ce que tu cherchais au contraire des accidents? C'est un peu, c'est un peu ce que tu disais tout à Ouais, ouais, c'est intéressant parce que c'est paradoxal. En même temps, j'ai peur un peu justement d'être trop surex et tout. J'essaie toujours de regarder ce qu'on appelle le false color là, sur l'Alexa pour pas avoir d'être trop cramé dans les blancs et tout, dans les lumières. Et en même temps, le dispositif fait que par moment, évidemment, ça me dérange pas d'avoir justement des trucs un peu surex. Enfin, je suis entre deux, quoi. En même temps, j'ai un peu peur. En même temps, je me dis, faut y aller. C'est pas grave. Et au contraire, ça peut être très chouette d'avoir les moments où c'est pas maîtrisé. Et justement, on est dans quelque chose d'un peu plus. Je sais pas, moi, c'est vrai que je me rends compte que je cherche beaucoup des accidents à l'image ou d'avoir. Parce que j'ai l'impression que parfois, c'est en essayant de provoquer ces accidents, ces choses qui soient pas trop propres, qu'on obtient de la vie, en fait. Enfin, quelque chose qui, qui provoque une émotion, quoi. Plus que. En tout cas, pour ce film-là, je trouve que c'était important, quoi, d'avoir ça, quoi. Il y a Donc, quelqu'un d'autre j'ai pas trop. Ouais, si, alors, non, mais concrètement, j'ai quand même le false color que je regarde un peu de temps en temps. Mais après, moi, je fais un truc, c'est quand même en prépa, je passe un moment pour parfaitement régler un moment en prépa. Et puis aussi, la première semaine de tournage, je fais hyper gaffe à. Bon, en tout cas, en prépa, je fais attention à étalonner tous les écrans, même si on me dit que c'est pas possible de les étalonner correctement, en tout cas, de les étalonner au mieux possible. Et après, je fais la première semaine un test où comment dire, je vérifie en fait et je sais en fait un peu que oui, que par rapport à l'image finale qu'on a sur les rushs, de me dire tiens, faut faire gaffe à pas être trop surex. Enfin, j'essaie de réfléchir à comment tout ça, tous ces écrans fonctionnent un peu entre eux, quoi. De faire attention à pas être trop surex. Enfin, comment dire, je sais pas trop comment expliquer, mais à faire gaffe au rendu de chaque écran, quoi. Parce que c'est un peu ça dont je me sers pour. de pas se faire piéger par. J'ai pas de cellules, en tout cas pas sur ce tournage-là. Enfin, c'est trop. Et non, mais par contre, j'utilise le Fast Color pour jouer sur les niveaux. Et puis après, voilà. Et puis j'accepte qu'il y ait des moments où ça va être. Parce que quand on est en voiture, je peux vous dire, parfois, vous passez un tunnel, c'est très sombre, vous sortez, c'est très lumineux. Donc, ouais, je fais des changements de diaph. Enfin, je m'en fous. En fait, je fais des changements de diaph. Je me dis que ça participe aussi de l'effet que d'un seul coup, on sort du tunnel, tiens, c'est un peu cramé, la caméra compense. Euh, Ça joue presque aussi comme un effet, quoi. Voilà, c'est des films, évidemment, vous pouvez pas avoir un oscillo. De toute façon, l'oscillo, moi, ça m'ennuie un peu, je comprends pas trop cette idée de faire. Et puis, maintenant, voilà, c'est ça le truc du numérique, c'est qu'on voit quelque chose qui ressemble à peu près. Alors, moi, j'ai pas de lutte les luttes qu'on met que je mets sur les rushs, je l'ai pas sur le plateau et ça m'intéresse pas trop parce que moi, juste la lutte Rec 709, elle est très bien, elle permet de bien positionner l'image et après, je veux dire, au tournage, ça sert à rien de passer trop de temps sur les histoires Ouais, moi, je veux une lutte classique et après, on travaille des choses plus sur l'étalonnage, quoi. T'as pas peur que, nous, c'est ce qu'on dit souvent, que du coup, le réalisateur s'attache un peu trop. Il s'attache pas à l'image de tournage, il s'attache à l'image du montage. Mais ça, au montage, moi, quand je dis sur le plateau, oui, j'ai la lutte Rec 709, elle me va bien. Mais enfin, après, je pourrais avoir autre chose, mais bon, ça me va bien. Et après, c'est au montage. Par contre, pour moi, au montage, c'est hyper important que le réalisateur ait une image qui soit proche de ce qu'on cherche au final. C'est pour ça que j'ai complètement changé la lutte qui était trop froide au début, enfin, l'image qui était trop froide, et je l'ai réchauffée pendant le tournage. Et je l'ai fait n'importe comment, hein, je l'ai fait vraiment comme un brouillon. Enfin, et du coup, les rushs, ça partait dans tous les sens. Mais au moins, l'image qu'il avait, il y avait une idée, quoi. Il y avait une idée. Moi, j'aurais pas pu faire le film en disant, tiens, on a fait une image froide et puis finalement, on réchauffera après. C'est pas possible. Il faut le faire au moment où on se dit que c'est la bonne idée, quoi. Donc,
Donc je l'ai fait pendant. Et c'est même d'ailleurs peut-être pour ça qu'après, même à l'étalonnage, on allait encore plus loin, dans une image encore plus chaude. Voilà, mais je pense que s'il s'habitue à l'image, il s'habitue vraiment à l'image de montage. Donc là, c'est parce qu'on n'avait pas d'argent, mais moi, quand il n'y a plus d'argent, l'étalonnage des rushs, c'est hyper important. C'est pas du tout un truc que je délègue à quelqu'un et on verra après. Ah non, moi, je regarde tout le temps, j'essaie de changer, de voir. Parce que je pense qu'il y a que quand on est en tournage qu'on a des idées, enfin des idées d'image. C'est là où il faut être attentif, c'est là où tout se passe. Quand vous êtes à l'étalonnage, vous arrivez, c'est 6 mois plus tard, vous avez souvent fait un film entre les deux qui n'a rien à voir. Donc il faut avoir encore des idées. Non, les idées, on les a vraiment quand on tourne. Après, on pousse le curseur un peu plus loin, à l'étalonnage, mais je pense qu'on n'invente pas une image à l'étalonnage. Ça t'arrive ou pas du tout de passer au montage, voir Ouais, ensemble la lutte à pied? je suis pas le chef de montage, mais j'aime bien juste aller vérifier les écrans pour être sûr qu'il n'y ait pas un truc complètement aberrant. Voilà. Et puis pour prendre des nouvelles, voir. Ouais, j'avais été voir là, je me suis 2 fois, je crois. J'ai passé un moment avec lui, mais je regarde pas. Oui, si, il m'avait montré des petits bouts, mais je regarde pas tant que ça non plus. Hein. Ça m'intéressait plus de passer un moment avec lui, puis de voir un peu des Quand images. même, quand même vérifier les écrans du montage, du coup. Ouais, ça c'est un. Moi, j'essaie de passer en début de montage parce que parfois on peut avoir des surprises. Hein, ouais. Il y a quelqu'un qui demande comment s'est passé ton travail avec l'assistant Réa. Est-ce que, notamment dans l'établissement du plan de travail, est-ce que ça incluait toujours le réalisateur dans les discussions ou pas forcément? Ouais, avec l'assistant, on discutait beaucoup de. Il y avait vraiment ce truc des horaires. Hein, parce qu'il y avait vraiment des séquences où on pouvait pas. Il y a des séquences, par exemple, celle, je pense qu'on la verra à la fin, celle où tous les jeunes explosent une voiture. En fait, où là aussi, elle est près d'un immeuble où, genre, je sais plus, aussi à 14 heures, il n'y a plus de soleil. Et du coup, ça, on sait que c'est une séquence extrêmement découpée parce qu'on ne peut pas la faire en live. Du coup, là, on sait qu'il faut vraiment commencer. En plus, je crois qu'on pouvait la tourner qu'entre 10 heures et 13 heures. Et voilà. Ça, je lui avais dit, ouais, moi, j'avais noté tous les horaires pour les scènes qui avaient besoin d'un horaire particulier. Et on se voit et je lui dis, voilà, celle-là, il n'y a pas le choix, c'est vraiment ça. D'autres, on fait en fonction. Je crois qu'on a dû faire, ouais, je me rappelle plus très bien, mais on a dû faire moi, je fais toujours une réunion de plan de travail avec l'assistant, voilà, parce que je pense que bah, sur un film comme ça, c'est hyper important parce que les horaires de tournage, c'est de l'image, enfin, c'est de la lumière en fait. Donc voilà, je sais pas après. Et parce qu'en plus, vu que c'était pas vraiment découpé, c'était plutôt des temps alloués aux séquences et après on voit comment on travaille dans ce temps-là Ouais, ouais, pour ouais, sortir la séquence à la fin, quoi. ouais, ouais. Mais là-dessus, il était assez. Enfin, on n'a pas eu trop de mésaventures. Je pense qu'il avait bien prévu les. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, on était sur un tournage assez court, mais c'est vrai qu'on avait une équipe qui était extrêmement. On avait vraiment bien pensé notre système, on était extrêmement réactifs, donc ça allait assez vite en fait. Et puis là, je sais pas, quelqu'un qui a. Lui, il fait la scène, il n'a pas envie de s'éterniser non plus. Donc à un moment, on passe à autre chose, et puis si ça va pas, on la refait. Il y a des trucs qu'on a refait plus tard, quand ça allait pas. Mais Donc c'est assez souple. sur un plan, c'est pas son idée, quoi. Il y a. Et ce truc de l'urgence, en fait, chez lui, c'est marrant, hein, l'urgence de raconter cette histoire, mais aussi l'urgence de tourner, quoi. Je pense que lui, quand il filmait aussi les cop-watching et tout, il y avait un truc de. J'ai regardé aussi hein, beaucoup de choses qu'il avait filmé, ça. Et il y a ce truc aussi de devoir aller vite, quoi. Le truc se passe maintenant, il faut aller vite, puis quand c'est fini, quoi. Et voilà, on était un peu. Enfin, ça, c'est lui hein, qui donnait là-dessus, mais on va aller assez vite, quoi. C'est pas. Ok. Est-ce qu'on met le troisième extrait? Ouais. Pour le coup, en fait, c'est plusieurs séquences. Hein, donc voilà, c'était plus. Pas compliqué, mais c'était plus technique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de tirs de mortier ou de choses comme ça qui sont des choses qui font intervenir des artificiers, des choses comme ça, et qui impliquent qu'on
là, pour le coup, qu'on découpe de manière assez claire les choses, quoi, parce que on peut pas, par exemple, pour le tout début de la séquence, si on reprend le tout début avec le premier tir de mortier du jeune qui se met au milieu de la route, voilà, là, il y a un plan, c'est des choses qu'on tourne. Ah si, ça, on les tourne, en plus, on les tourne en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une caméra qui est sur le côté et qui filme, qui est cachée derrière une voiture et qui filme de profil le gamin qui tire, et il y a une caméra qui est dans la voiture euh, et qui filme le tir de mortier du gamin, donc qui tirait vraiment, mais il tire pas en fait, c'est un artificier qui est à côté et qui déclenche le mortier, et on avait mis un double pare-brise, quoi, parce qu'on l'a pas tourné à la fin du tournage, donc il fallait qu'on réutilise la voiture, donc il fallait pas qu'on l'abîme. Voilà ce que je peux dire. Après, ouais, après, je me demandais en fait d'ailleurs si le mieux, est-ce que c'est pas que j'en parle ou de revoir et que je parle sur les images, je sais pas ce qui est mieux. Peut-être, ouais. Moi, là, la question que je me posais comme ça, c'est qu'il y a énormément de plans. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez tourné la séquence en une journée ou ça a pris plus de temps? Et si ça a pris plus de temps, comment on fait pour garder un peu la même énergie sur une séquence aussi longue, mais qui a assez peu de rupture au final, pour qu'on... Ouais. Écoute, le truc, c'est qu'en fait, là, non, là, en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de séquences. En fait, il n'y en a pas qu'une, c'est la fin du film, mais il y a vraiment plusieurs séquences. Mais la séquence dans l'escalier, particulièrement, je crois que c'est 2 jours de tournage, ouais. 2 jours, en fait, c'est vraiment une journée et demie. Il y a une demi-journée qui est sur l'explosion, mais donc on a vraiment eu une journée et demie, et franchement, c'est pas beaucoup. Quand on voit tout ce qu'il y a dans l'escalier et toutes les interventions, c'est-à-dire le fumigène, la grenade qui explose, tous les tirs de mortier, les lancers, les caddies qui sont jetés, c'est vraiment pas beaucoup, donc il faut aller très vite. Et paradoxalement, on n'est pas beaucoup à 2 caméras en fait on l'est un peu, hein. Mais la plupart du temps, on est avec une caméra parce que l'endroit est tellement petit qu'à un moment donné, vous n'avez pas 50 000 possibilités de place de caméra. Et donc voilà. Et on avait, juste avec l'Adj, en fait, on avait fait un document où on avait listé les différents. Euh, Parce que lui, en fait, cette scène, je vais vous dire un truc, c'est que le premier jour où il avait été en repérage, il avait parfaitement en tête. Il savait tout, les jetés de caddie, tout ça, voilà, il m'en avait parlé, tout était très clair. Et lui, il n'avait pas. Enfin, pour lui, c'était comme un plan séquence, quoi. Donc, notre travail, c'était peut-être à l'assistant et moi, c'était de découper un peu tout ça, voilà, pour arriver à faire ça en une journée et demie, et à pouvoir couper quand, voilà, par rapport au fumigène ou pas, euh, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire ce type de plan, ce type de scène en plan séquence. C'est quand même assez compliqué, assez complexe, quoi. Enfin, ça met en jeu beaucoup de monde, beaucoup de régleurs de cascade. Enfin, pas tant que ça d'ailleurs, mais ici, il y a quand même des cascadeurs. Le moment où je vais montrer tout à l'heure, où le maire descend les escaliers, la chute dans les escaliers, ça, en fait, c'est quand même c'est une doublure qui a une plaque de tôle sur le dos pour qu'il puisse dévaler les escaliers. Les tirs de mortier, tout ça, c'est fait aussi de manière indépendante pour sécuriser tout le truc. Et puis, il y a les trucs qu'on peut un peu moins sécuriser, comme par exemple tout ce qui lançait à travers les escaliers. Enfin, quand on voit l'horloge, c'est pas possible. Ça, c'était du vrai, en fait. Ça, on savait qu'on pouvait pas avoir de mousse ou de choses comme ça. Donc ça, il fallait aussi un peu le découper pour que ce soit un peu sécurisé, les acteurs, tout ça. Et puis après, voilà, il y avait tout ce qui était pierre en mousse encore. Euh, Ça, c'était quoi déjà ta question? sur Ouais, combien de temps? Mais après, tu vois, voilà, la séquence où ils explosent la voiture, ça c'est long, hein. Ça, c'est une demi-journée. C'était une matinée. Enfin, c'était 3-4 heures parce que là, c'est beaucoup de plans. La voiture, on n'en a qu'une. On sait que on peut pas, il faut pas, on pourra jamais, on peut pas filmer il faut casser les vitres une par une. Ça, c'était très compliqué de leur expliquer aux jeunes, et il fallait vraiment faire gaffe parce qu'on avait que 4 vitres et un pare-brise. Donc quand on filmait le pare-brise, il fallait vraiment, voilà, qu'on s'assure que la caméra soit sur le pare-brise et qu'il casse le pare-brise. On voulait qu'il ait... Lui, il m'avait montré, lui, il avait une référence très claire pour lui pour cette scène qui était un clip qu'ils avaient fait avec Courtrage May où ils exposent comme ça une voiture. Un clip complètement délirant, et où il y avait comme ça des plans à l'intérieur de la voiture. Donc on voulait des plans à l'intérieur de la voiture où la vitre explose, mais aussi des plans de profil. Enfin,
il fallait qu'il y ait un peu de multiplier les plans. Donc ça, il fallait vraiment casser vitre après vitre. C'était pas évident ça. Donc ça prend quand même du temps parce qu'il y a des plans où il faut que je me mette à l'intérieur de la voiture. Il faut sécuriser un tout petit peu pour que les éclats de vitre n'arrivent pas dessus. Enfin, voilà. Ça prend un peu Il y a plus de quelqu'un temps. qui demande si vous avez quand même tourné les 3 dernières séquences du scénario et quand est-ce que la fin a été décidée Ouais, parce que donc dans le scénario, même si au moment où on a commencé le tournage, hein, Ladj lui-même savait pas trop comment ça devait se finir en fait. Mais il avait prévu en tout cas, enfin, il avait écrit en tout cas dans le scénario une fin qui était beaucoup plus noire, où sans savoir qui avait tiré, si Damien Bonnard avait tiré ou si le petit Issa avait lancé le cocktail Molotov, on ne savait pas, mais du coup en fait on avait, vous avez dû le lire dans le scénario, on avait une explosion en fait de la cage d'escalier qu'on filmait donc à travers le Deboeuf. C'est l'installation que vous avez vue. Ça, on avait un plan en fait où on était. Si, en fait, on savait que c'était le petit qui lançait le cocktail Molotov parce qu'on avait donc on avait le petit qui lançait le cocktail Molotov, donc qui était là pour le coup. C'était compliqué parce que je dis tout, je sais pas si ça vous intéresse, mais c'était une bouteille donc qui lançait sur la caméra. Enfin, la bouteille donc avec la flamèche en feu, mais comme pour qu'elle se brise bien, il fallait pas que ce soit une bouteille. Donc c'était une bouteille en sucre, mais donc on pouvait pas mettre la flamme parce que évidemment la flamèche brûlait le sucre. Enfin, donc la flamme devait être faite en post-prod. Il lançait juste la bouteille en sucre sur la caméra, et à ce moment-là, il y avait une explosion qui venait de sous la caméra. Donc il y avait un artificier qui était là pour faire ça. Ça, on a beaucoup galéré parce qu'il n'avait pas lancé C'était compliqué en fait de lancer la bouteille sur la caméra parce qu'il fallait. Voilà. Et c'était le point de vue de l'œil de bœuf de Buzz qui regarde la scène. Donc on avait ça. Et après, on avait un plan. C'est drôle le plan, je crois que je l'ai. Un plan où en fait, au drone, on était avec Buzz donc le petit garçon qui est au drone, qui est surpris par l'explosion. Et on sortait de l'appartement et on découvrait. Alors, je vais vous le mettre. Je sais pas si vous voyez. Ça marche ou pas? Oui, très bien. Ouais, ça marche. Voilà. Alors c'était un drone un peu plus petit, moins bonne qualité parce qu'il fallait qu'il passe à travers la fenêtre. Nous on est juste en dessous de la fenêtre pour cadrer. J'ai dû aussi rééclairer pas mal le couloir, ça ne se voit pas, mais parce qu'il y a beaucoup de différences de diaph entre l'extérieur et là. Hop, on voit le droniste qui sort la tête d'ailleurs. La fenêtre. Et voilà, on découvrait, en fait, c'est dommage sur cette période parce qu'on avait des prises où on avait fait nous-mêmes. En fait, là, il y avait de la fumée qui sortait des cheminées qu'on avait fait nous-mêmes. Mais là, elle n'y est pas, parce qu'on avait fait des prises aussi sans la fumée en se disant qu'on la ferait en post-prod. Mais ça, c'était assez marrant aussi, où les artificiers faisaient de la fumée noire, en fait. Ils s'étaient planqués derrière le toit, ils faisaient une énorme fumée noire, qui nous a d'ailleurs valu la visite des pompiers. Parce que bien sûr, on faisait tout sans autorisation, absolument aucune autorisation. Voilà. Ça, c'était un peu la fin. Et Voilà. du coup, ça a été décidé quand? Ça a été décidé au montage? Un peu montage, ouais, ouais, ouais. Et franchement, quand on tournait, on ne savait pas trop. Et alors moi, quand j'ai vu enfin, moi, je trouve ça tellement 100 fois mieux que ne sache pas et que le film se pose vraiment comme une espèce de constat, quoi. De dire, enfin, du coup, ça lui donne beaucoup plus d'espoir, en fait. Ça donne un truc, voilà, de dire que. Moi, j'aime beaucoup ce cut et ce truc de. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et je trouve que c'est. Même, ça représente plus qu'est l'âge. C'est-à-dire que c'est quand même un mec qui, malgré tout ce qu'il a enduré, tout ça, c'est un mec qui porte beaucoup d'espoir en lui, en fait. Enfin, voilà. Je trouve que cette fin, elle lui va très bien. Euh,
Il y a quelqu'un qui demande, tu as dit que la J avait une liste. De quelle liste s'agit-il? C'était bien les différentes actions qui se passaient dans le couloir? Ouais, on a dit, je ne l'ai plus, mais je l'avais. On avait fait petit 1, les petits 1, les caddies, voilà. Parce que les caddies, par exemple, à lancer, c'était tout un bordel. Et une fois qu'ils sont en place, pour le coup, il fallait qu'on les laisse. Donc voilà, c'était petit 1, lancer de caddie, petit 2, le tir de mortier, petit 3, je sais plus. Il y avait voilà, une quinzaine d'actions. Et on a tourné dans l'ordre, hein. Bah, on n'avait pas le choix parce qu'il y a des dégradations au fur et à mesure. Il y a de plus en plus de fumée, voilà. Et donc voilà, on avait listé, ouais, je sais pas, une douzaine, une quinzaine d'actions. Et à chaque fois, voilà, on se disait, bah, maintenant on tourne l'action numéro 3. Parce que c'était très dense, hein. Il y avait énormément de choses. Et puis lui, quand il en parlait là, il parlait de ça comme un plan séquence. Donc il fallait qu'on. Voilà, mais c'était pas un travail. Mm. Ce qui était important, c'est qu'il fallait enfin voilà, il fallait arrêter des actions, mais il fallait pas non plus figer le truc dans quelque chose de dire voilà, maintenant on va tourner ça, un plan exactement comme ça, l'autre plan exactement comme ça. On voulait que ça reste hyper vivant en fait. Et la caméra, c'est comme si c'était un mec qui était au milieu de tout ça et qui savait pas quoi faire, qui se prenait des. On avait bien l'idée aussi, hein, lui, là, je disais aux jeunes de me viser avec les pierres. Et c'était marrant, ça donnait vraiment un truc. Enfin, on voit, là, en voyant ça, je vois, il y a des moments vraiment où ils lancent des pierres. Enfin, c'est des pierres en mousse, hein, bien sûr. Mais voilà, ça fait partie. C'était l'effet qu'il voulait, lui. Ouais, Et, est-ce que du coup, tu as rééclairé le couloir ou enfin, comment ouais, enfin, il y a pas grand-chose, hein, mais, en fait, on le voit, et à un moment donné, il y a un plan où on voit un peu un projecteur là où sont les flics, en fait, il y a parce que ouais, avec la fumée de ça, on ne voyait pas beaucoup. Moi, j'avais rééclairé un tout petit peu, mais pour redonner un peu de niveau. Mais après, ouais, j'ai gardé exactement les mêmes lumières, les mêmes températures. Et puis voilà, en fait, je me disais, en voyant les messages, je me disais, mais cet endroit, si on le rééclaire, soit on ne tourne pas de la même manière, soit on met 3 fois plus de temps. Parce que les plans hosted dans les escaliers, d'un seul coup, on voit tous les plafonds. Donc ça veut dire qu'il faut ouais, tirer toutes les installs, faire ça autrement. Voilà. Après, il y a aussi, je crois que j'avais deux iPads comme ça, et j'avais un SkyPanel et un SL1 aussi. Voilà, qui étaient là sur des côtés pour donner niveau, pas tout le temps, à certains étages, ou pour redonner aussi l'effet du fumigène. Voilà. Mais Euh, pas, mais très peu, hein. ouais. Euh, peut-être que tu peux nous montrer tu sais, pour parler du plan Ouais. d'arrivée, la vidéo, Ouais, le plan hôtel, moi, j'aime beaucoup ce plan. pour voir comment tu travailles avec ton Steadicam aussi, c'était pas mal quand tu m'as expliqué. Ouais, ça, c'est un truc dont je voulais parler parce que c'est vrai qu'au début, j'ai eu pas mal de mal en fait quand j'étais jeune opérateur à travailler avec des steadicamers parce que c'est pas évident d'avoir quelqu'un qui. Moi, j'aime bien cadrer et tout ça, donc c'est pas évident d'avoir quelqu'un qui prend le cadre d'un seul coup, qui arrive là pour une journée. Nous, souvent, on tourne depuis 3 semaines, tout ça, donc c'est pas évident dans le dialogue. Et maintenant, moi, j'ai appris à faire les plans, même parce qu'un plan, notamment le plan là où ils arrivent, en fait, c'est le plan où ils arrivent, ils sont en voiture, ils sortent, ils sont pris le tir de mortier, ils sortent et ils rentrent dans la cage d'escalier. Et ça, c'est un plan voilà, que j'ai fait à l'iPhone, en fait, parce qu'il y a une vraie chorégraphie en fait, à trouver avec ce que les acteurs proposent et nous à la caméra, en fait. Et les acteurs, qui étaient super hein, sur le film, et qui, eux, ils étaient constamment dans un truc de vérité, quoi. Pour eux, c'était leur obsession, c'est de se dire, on veut que ce soit crédible, on veut y croire. Du coup, voilà, quand on attaque la répétition de cette scène où ils sont dans la cage d'escalier et ils regardent où ils peuvent être, le premier truc, voilà, c'est que Alexis Manonti, quand il arrive, il dit, bah moi, je vais tout de suite là pour vérifier qu'il n'y a personne. Voilà, donc ce qui était génial, c'est qu'on construisait le plan avec eux. C'est-à-dire qu'eux ils disaient, voilà, pour que ce soit crédible, moi j'irai là, l'autre irait là. Du coup, voilà, et donc je peux retrouver le plan que j'ai fait à l'iPhone. Du coup, ça servait de base après pour le Steadicammer. Voilà. Et après, je disais, bah voilà, c'est ça l'idée du plan. Après, lui, il ajustait aussi un peu le tir, hein, mais du coup, moi, ça me permet d'être au cœur du truc et de voir les acteurs qui proposent et de proposer aussi et d'ajuster parce que parfois aussi, en fonction de ce qu'ils vont proposer, il y a des choses qu'il faut coordonner en fait. Enfin, c'est une synchronisation en fait parce que voilà, on voulait que ce soit un plan séquence, ce moment où
ils entrent. Là, on savait que tout le reste allait être extrêmement découpé, extrêmement monté, mais on voulait que le moment où ils rentrent dans la cage d'escalier soit le moins monté possible. Je suis désolé, j'ai pas bien classé, il faut que je le retrouve. Et du coup, comme la visite. C'est pas possible que je l'ai pas. Ah voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, voilà, c'est l'iPhone. J'ai retrouvé longtemps après le tournage dans mon téléphone. Faites bon, bloque l'ascenseur là. On devrait appeler des renforts. Non, c'est décalé, on va gérer ça en 5 minutes. C'est en panne. Voilà, avec moi. Unité bac pour centrale. Unité bac pour centrale. Putain, où est-ce qu'on est? J'en sais rien, moi. Tu fais un ok? C'est un top. Allez, ouais, vas-y, vois le temps. Ouais, mais vous me faites pas de top, les gars. Ouais, je pensais que t'avais. Vas-y. Hop, clac, tu regardes. Oh, les petits arrivent, tac, tu te retournes. Voilà, clac, tu te bats. Voilà. Donc ça, c'était le jour... Voilà, ça, bon, après, je pense que là, j'ai que la dernière version, parce que j'en ai fait plusieurs avec mon iPhone où on cherchait le cadre et à synchroniser en fait les actions. Voilà, c'était juste pour montrer un peu comment on pouvait fabriquer un plan avec voilà, cette énergie qu'ont les acteurs et notre envie de faire un plan séquence, de ramener beaucoup de tension là-dedans. Et puis voilà, je me disais d'ailleurs, ce qui est bien quand on fait ça, c'est qu'après, ça permet on peut montrer parce que c'est aussi un moment pour répéter pour la, la perchiste. Et du coup, on peut après lui montrer une image sur l'iPhone, elle peut voir. Enfin, c'est aussi sans épuiser le Steadicammer, où c'est pas toujours évident. Comme je vous dis, d'avoir quelqu'un qui. En plus, sur le film, ils étaient d'ailleurs super, hein, les 3 Steadicamers, mais on en a eu 3 différents. C'est pas évident d'avoir quelqu'un qui arrive sur le tournage et qui on demande qui connaît pas trop notre manière de faire en fait. Donc même si ils étaient super les 3 avec le scénario et ça va se. Mais voilà, dans le cadre, il y a quand même un truc. c'est sûr. Et puis de leur dire après. Et après, ils ajustaient. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu. Là, je vous montre quelque chose où ils ont fait. Voilà, mais il y a des moments où ils ont beaucoup proposé les choses. C'est sûr que même pour eux, d'avoir ça en support... Ouais, c'est une bonne base en fait. C'est aussi un truc après. Voilà. Alors, il y a Véronique Laurin, qui est notre prof de montage à Lumière. Ouais. Il nous demande si tu as en tête le nombre d'heures de rush, de jours de tournage, de jours de montage, de jours d'étalonnage. En fait, tu peux regarder, si tu vas voir dans la conversation, Ouais, je vois. ce sera plus simple, parce qu'il y a plein de petites questions dans la question. Non, ouais, sur les rushs, il n'y a pas de RAW. Ils ont les luttes, les images étalonnées avec la lutte. Et d'ailleurs, il y a des images qui étaient un peu cramées ou un peu sous-ex. Et souvent, c'est arrivé, je crois, on en a une ou deux où on a refait un étalonnage juste pour quelques plans, si besoin, pour le montage. Et combien d'heures de rush, je ne sais pas trop. On tournait beaucoup, en fait, parce que dès qu'on a 2 caméras, déjà, c'est un mode de tournage où on tourne déjà beaucoup de choses. Puis là, lui, il adore, lui, autant on tourne vite les scènes, autant quand on tourne, on lésine pas sur le nombre d'heures. Donc on a beaucoup tourné. Et puis à 2 caméras, ça double assez vite. Donc il y avait beaucoup de montage. Elle a commencé, Flora, la monteuse, à monter pendant le tournage. Hein. Parce qu'on recevait même des montages quand on tournait, ce qui était pas mal d'ailleurs, parce qu'on se rendait compte de choses qui manquaient. Ou sur la bavure, sur la bavure, que vous avez vu la première séquence,
il y a des choses qu'on a refaites qui n'étaient pas bien dans la première séquence, et du coup, on a retourné, comme on était au même endroit, on a retourné Après avoir vu du coup le montage. ouais, jusqu'à l'époque. Ouais. Et du coup, comment tu travailles en étalonnage? D'étalonnage, Est-ce que déjà tu as tout le temps le même étalonneur ou étalonneuse? ouais, ça fait un moment que je travaille avec un étalonneur qui s'appelle Richard Dozy. Et c'est vrai qu'il n'a pas pu pas faire le film, parce qu'après, il fallait être disponible, c'était compliqué. C'est les périodes où il y a beaucoup de films. Donc, voilà. Mais il a fait le film. Et puis c'est un film qu'on a étalonné très vite, qu'on a étalonné en une semaine, je crois. Mais c'était aussi, au début, moi, je me suis un peu battu contre ça, parce que je trouvais ça. C'était une idée des producteurs, mais qui était. Au début, moi, je pensais que c'était une idée parce qu'on avait peut-être un peu dépassé et pour économiser de l'argent, mais en fait, on a presque fait 2 semaines d'ailleurs d'étalonnage. Mais leur idée, c'était de dire, voilà, il y a aussi le film, il est fait de plein de petites imperfections. Il faut les garder. Il faut qu'on puisse avoir ça. Il ne faut pas faire de l'étalonnage une image qui devienne trop propre, trop lisse. Il faut garder toutes ces petites imperfections. Voilà, parce que c'est vrai que l'étalonnage, on peut aussi un peu se perdre parfois dans les, un peu parfois comme un tableau, de savoir à quel moment on s'arrête, enfin, à quel moment on décide de plus agir son image et de garder des choses, surtout en numérique en fait. Je trouve que parfois, finalement, de faire des petites, d'étalonner des parties d'image, voilà, parfois on se perd, on ne sait plus trop, alors que peut-être en argentique, on savait plus s'arrêter. Enfin bon, c'est encore un autre débat, on savait peut-être plus s'arrêter. Mais voilà, donc on a eu une semaine, donc il fallait aller vite, il fallait aller à l'essentiel. On n'a pas du tout étalonné le film, par exemple, je pense qu'il n'y a aucune ou très peu de masques, quasiment pas. C'est étalonné, voilà, au niveau de contraste, donc ça a été assez rapide et pas. Et voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait plus de 2 heures, donc tu peux prendre. Ouais, juste une petite question, Julien, pardon. Ouais. Pour la version DVD et VOD, tu étais à l'étalonnage aussi pour la version 709? Ouais. J'y vais toujours. Après, l'étalonneur, il n'y a jamais de version qui se fait sans l'étalonneur. C'est ce que sur certains films, je ne peux pas y être, et du coup, lui, il y est toujours, et donc, j'ai confiance en lui, donc je sais qu'il va le faire. Mais là, j'y suis allé, ouais. Ouais, parce qu'en plus, il y avait des versions, je ne sais plus pourquoi, mais il y avait plein de versions différentes, et il y avait des questions très étranges d'Amazon qui demandaient, qui avaient des questions sur certains plans, en fait. Enfin, parce que sur un des verres de Buzz, à un moment donné, il y a un reflet vert. Il nous demandait si c'était normal ou si c'était. Enfin bref. Donc voilà. C'est bizarre, mais oui, non, sinon je suis allé à l'étalonnage, mais je n'y passe pas beaucoup de temps. Hein. C'est plus un truc où je regarde les images les plus sombres, les plus claires. Et le gros du travail, c'est l'étalonneur qui le fait avant pour s'assurer que ça. Mais autant avant, c'était une étape très difficile. Autant maintenant, ils ont fait quand même de sacrés progrès et ça reste quand même assez fait plus rapidement qu'avant, quoi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Sinon, moi, j'ai une question qui est un peu à la question de la fin, qu'on a déjà posée à la dernière conférence et qu'on aimerait bien poser à tous les invités pour faire un petit montage après. Mais je peux la poser maintenant et si d'autres questions, elles peuvent venir après. C'est est-ce que tu as en tête ou est-ce que tu peux nous raconter, pas forcément sur ce film-là, hein, comme tu veux, mais une anecdote ou une expérience de tournage où tu as vraiment eu l'impression, soit toi d'avancer, soit qu'il se passait quelque chose sur le moment. Enfin, un beau moment de cinéma, quoi. Ouais, c'est marrant parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Je pourrais enfin, je pense, sur chaque film, je pourrais trouver des trucs. Voilà. Mais j'ai un moment que je raconte souvent et que j'aime bien, c'est sur le film Les Ogres, où on tournait une scène où elle perd les os. Elle est enceinte, elle perd les os sur scène.
Et on avait prévu donc de tourner la scène où elle perd les os, on coupait, puis après on devait la retrouver, aller à la voiture, partir à la maternité. Et en fait, quand on tournait cette scène, on était à l'intérieur du chapiteau et on devait couper. Donc on n'a jamais entendu Léa Fener, la réalisatrice. On l'a pas entendu couper. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, ou elle a peut-être, je me rappelle plus, elle a pas coupé. Et donc on est sorti du chapiteau. Et il y avait un truc où on avait rien, plus rien n'était prévu. C'est-à-dire que même je voyais sur le côté, il y avait la tabragie. Les acteurs ne savaient plus quoi faire. Et il y avait un truc qui était complètement magique parce qu'il y avait une espèce d'excitation de tous les acteurs qui n'avaient plus de texte. Donc il fallait qu'ils improvisent. De nous qui étions complètement. Moi, je voyais le perchman qui remettait, comme on sortait dehors, il mettait une bonnette pour la perche contre le vent. Moi, j'avais fait le diaph complètement à l'arrache, à la main, pendant la prise, puisqu'on n'avait pas coupé. Les acteurs étaient complètement excités. Ça correspondait tellement à la scène, qui était un mélange d'excitation, de joie. C'était magnifique, quoi, vraiment. Et puis, on a continué, quoi. On a continué. Donc, on était au chapiteau. Il fallait remonter tout un terrain vague. Et on arrivait au parking. Et là, pendant qu'on tournait ce petit moment où Adèle, elle est par terre, elle les autres rient, tout ça, en fait, l'assistant, lui, avait pris tous les gens qui étaient dans les gradins de la piste, il les a amenés sur le parking. Du coup, nous, quand on arrivait sur le parking, on pensait que ce serait vide et qu'on allait arrêter, mais pas du tout, les gens étaient là. En fait, du coup, on a vraiment été jusqu'au bout de la scène, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la voiture et tout. Et voilà, je pense que la prise fait 45 minutes, mais ce qui était incroyable, voilà, c'est l'image aussi un peu de ce tournage qui était magique et où il y avait vraiment une communion entre l'équipe, les acteurs, tout ça, il y avait quelque chose de très beau. Et là, voilà, on a tous réussi ensemble à se surprendre tous. C'était un moment magique. Il y a 2-3 questions qui sont arrivées pendant ce temps. Ouais. Alors, les filtres, pas de filtre du tout. Sauf des neutres, je pense, pour fermer le diaph ou pour avoir un diaph plus ouvert, pardon. Mais pas de filtre de diffusion. Non, l'idée c'était justement de jouer à quelque chose de brut avec les optiques, de garder les flares le plus fort possible et pas de filtre. Il y a une autre question. Est-ce que ce tournage a réellement modifié votre façon de travailler par rapport à certaines habitudes? Si oui, quelles seraient ces habitudes de tournage abandonnées pour Les Misérables? La relative sobriété des moyens a-t-elle été une contrainte? La sobriété des moyens, c'est une contrainte, mais ce qui est beau dans le cinéma, c'est de réussir à faire de cette contrainte une force. Et voilà, évidemment, moi, on n'avait pas d'argent, il a fallu faire des choix, et c'est des choix qu'on a fait en prépa et que j'ai fait avec l'âge, dans vraiment un truc de penser par rapport au film. Qu'est-ce qui étaient les choix les plus judicieux par rapport au film? Et du coup, c'est des choses, quand on les fait en amont, comment dire, je pense qu'on a fait des bons choix en amont, qu'on s'est vraiment posé les bonnes questions, qu'on s'est mis d'accord. Et du coup, le tournage, ça s'est très bien passé. On n'a pas du tout eu la sensation de manque de moyens. Enfin, on n'était pas du tout frustré parce qu'on a fait des choix radicaux au début et on s'en est servi pour raconter cette histoire. Mais, voilà. Et si ça a modifié ma façon de travailler, alors chaque film est différent. Moi, j'ai appris plein de choses sur ce tournage, mais je pense que le prochain, j'essaie juste de désapprendre ce que j'ai peut-être appris sur le tournage d'avant. Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout de refaire la même chose. Moi, le film que j'avais fait juste avant Les Misérables, c'était quand même un film fantastique où tout était sur la dolly, il n'y avait jamais de caméra à épaule, c'était en anamorphique, avec une caméra qui était très lourde et tout. Enfin, c'était rien à voir. Moi, Quoi comme film? Ça s'appelle La Dernière Vie de Simon. C'est pas encore sorti. Mais voilà, en tout cas, c'est un film qui est radicalement différent. Moi, j'aime bien ce métier dans l'idée de... Enfin, j'aime bien le cinéma dans tous ces genres, en fait. Moi, j'aimerais faire des westerns, des comédies, des films de science-fiction, enfin, des choses très différentes. Je trouve que c'est une chance qu'on a, quoi, de pouvoir
Et puis à chaque fois, de se renouveler, de se mettre les trucs de devoir refaire le même film. Donc, du coup, ouais, peut-être j'ai appris des choses sur son âge, mais j'apprends à. Enfin, ça ne sert pas de. Enfin, si, ça sert d'expérience, mais en même temps, je pense qu'à chaque film, il faut se reposer la question de quel est le bon dispositif pour ce film, la bonne image pour ce film. Et à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, il n'y a pas de recette, quoi. Il y a pas de. C'est comme la caméra, les optiques. Moi, il y a pas de. J'ai pas de préférence. Il y aura la caméra pour ce film, les optiques pour ce film. Et puis, on a beau essayer de réfléchir avant, bah, faut tester, faut essayer. C'est empirique, ça marche pas. On trouve autre chose, on part. C'est empirique le cinéma. Moi, je crois beaucoup. Je répète souvent ça, mais je crois beaucoup je fais le parallèle avec l'invention du brownies. Un mec, un jour, a voulu faire un gâteau au chocolat et s'est trompé, a mis trop de chocolat et il a fait un brownies, quand même, un gâteau qui est assez bon. Non, mais je crois à ça, c'est-à-dire le fait que c'est en essayant, en tâtonnant qu'on va trouver des choses et y aller un peu sur le côté et trouver l'image qui sera la plus juste pour le film, quoi. Ça se cherche, quoi. C'est pas. Voilà. D'autres questions? Super. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être s'arrêter là. Ça fait, merci beaucoup. Pas de rien. Merci Julien. Merci. Il y a une dernière question. Est-ce que tu peux nous dire si tu choisis, si c'est le cas, tes projets? C'est une bonne question parce que c'est pas évident et je crois beaucoup à un truc, c'est que c'est autant les réalisateurs peuvent te choisir aussi à moi de choisir aussi des réalisateurs avec qui on travaille. Je pense que c'est vrai aussi pour les acteurs. Les acteurs, c'est pas que le réalisateur qui choisit des acteurs, c'est aussi des acteurs qui choisissent de travailler avec un réalisateur. Il y a une très très belle lettre d'Alain Margala à sa nièce, je crois. Je ne sais pas si vous la trouvez. D'ailleurs, il y a un très beau recueil d'Alain Margala. Il y a une lettre qu'il écrit comme ça à sa nièce qui est absolument sublime, qui résume pour moi totalement cette question-là. Et moi, c'est vrai que du coup, c'est important de choisir des projets. Moi, ce que je dis souvent là-dessus, c'est que moi, j'ai besoin, quand je choisis un projet, d'être, comment dire, comme en admiration un peu devant un metteur en scène, ce qui va me permettre d'aller plus loin à certains endroits, quoi. Du coup, voilà, c'est un moment, ouais. Mais c'est pas évident parce que là, au début, je le connaissais pas, lui me connaissait pas non plus. Le premier rendez-vous qu'on fait à Saint-Germain-des-Prés dans un espèce de café très guindé, on est tous les deux pas très à l'aise, c'est un peu bizarre. Et pourtant, voilà, je sais pas, on fait confiance, on se revoit chez lui, là d'un seul coup le courant passe super bien et puis voilà. Ça a été ouais, on se connaissait pas du tout. C'est les producteurs qui nous ont mis en relation et pourtant c'est très très bien. Je pense qu'on savait, on est tous les deux différents, mais on savait que chez l'un chez l'autre, il y avait qu'on allait s'apporter beaucoup de choses et que c'était bien pour le film, quoi. Très bien. Merci beaucoup Julien. Ouais. Voilà, tu as été suivi par une centaine de personnes là, qui sont tous en train de te remercier. Et, merci beaucoup, merci de la générosité pour les extraits. C'était super. Ouais. Et le 8 mai, il y a la série de Damien Chazelle qui sort, sur laquelle tu as travaillé aussi. Ouais, c'est différent. C'était encore autre chose. C'est plus un truc sur la musique. Et c'était très sympa à faire. Ouais, puis du coup, c'est aussi intéressant. C'est une collaboration avec plusieurs opérateurs sur la série. Donc c'était une autre expérience, mais c'était très, très, très chouette. Ouais. Peut-être qu'on fera un ciné-club une fois que ce sera sorti. Ouais. Avec. C'est qui? C'est Éric Gauthier Ouais, Éric Gauthier Marie Spencer aussi. Ouais. Ouais, c'était marrant le travail à trois et sur cette série-là particulièrement. C'était une série, c'est très chouette hein, quand on est opérateur. C'est une série sur le jazz avec beaucoup de musique live. Enfin, à filmer, c'était passionnant. Hein. Puis beaucoup d'acteurs de tous les pays. Enfin, c'était très
très, très singulier et très chouette à faire. Bon, ça va peut-être une prochaine fois. Ouais. Merci beaucoup. Ça marche. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.